Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Litchi Slicer, qui est un logiciel de slicing ou tranchage en français. En fait, c'est la brique qui va s'intercaler entre votre modèle 3D que vous avez soit créé, soit téléchargé ou acheté, et votre imprimante 3D. Et là, je parle d'imprimante 3D de type résine, de type SLA, MSLA, DLP, etc. Bref, qui vont transformer de la résine liquide en un objet solide, un objet 3D. C'est, en ce qui me concerne, le type d'impression 3D que je préfère et de loin. C'est beaucoup plus précis, plus qualitatif, et surtout, c'est depuis quelques temps, le prix des machines a grandement baissé comme les consommables. Bref, ça devient une technologie très intéressante pour les gens qui vont faire autant de la figurine, des miniatures et tout, que du modélisme, par exemple du ferroviaire, genre de choses, et à l'opposé de la bijouterie, du dentaire. Bref, il y a pas mal d'usages, et donc Litchi Slicer est ce logiciel qui va servir à tout préparer pour votre imprimante 3D. Donc ça va permettre de définir l'organisation de vos modèles 3D au sein donc, de votre plateau de votre imprimante 3D, l'orientation, les supports qui sont un élément super important, et bien sûr tous les paramètres que va donc ingérer votre imprimante en ce qui concerne par exemple le temps d'exposition, la hauteur des couches, etc. etc. Il faut savoir que Litchi Slicer est un logiciel qui existe en deux versions, une version gratuite et une version payante. La version gratuite, en fait, suffit à l'ensemble, on va dire, des utilisateurs, on va dire standards, qui ont un usage, on va dire, assez basique. Et la version Pro, elle, offre des fonctions plus avancées, notamment pour la création de supports avancés, de visualisation, de contrôle et ce genre de choses. Donc voilà, pour les gens qui sont beaucoup plus exigeants. Alors, dans cette vidéo, je vais parler autant de la version gratuite que de la version Pro. Bien sûr, je préciserai quand c'est spécifique à une version, mais le gros de ce que je vais montrer vraiment va marcher sur la version, je dirais, gratuite. Il faut aussi savoir que je travaille chez Mango, l'éditeur du logiciel Litchi Slicer. C'est mon boulot à temps plein, voilà, je suis vraiment en charge de l'ergonomie du logiciel, du fonctionnement et de plein de choses à côté. D'ailleurs, je dis coucou à toute l'équipe qui bosse très très dur sur ce logiciel-là. Et enfin, avant d'attaquer bien sûr le cœur de la vidéo, juste un point qui est super important, cette vidéo va vite devenir obsolète hein, car on travaille très très dur sur le logiciel à rajouter très souvent des fonctionnalités. Depuis la dernière version, la version 3 on va dire majeure du logiciel, on a déjà fait beaucoup de nouvelles versions et de nouvelles mises à jour. Donc voilà, alors s'il y a un bouton qui a changé de nom ou qui s'est déplacé ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, l'ensemble de la vidéo va continuer à s'appliquer je pense pendant relativement longtemps à l'apprentissage de ce logiciel. Allez c'est parti. Un petit point avant de commencer que j'ai oublié de préciser dans l'introduction juste avant, cette vidéo va couvrir des projets très très simples pour vraiment voir le fonctionnement de base du logiciel, mais aussi découvrir l'interface et certains concepts. Alors il y a des moments, il y a un peu de blabla, mais j'ai pas le choix tout simplement parce que ça concerne vraiment l'impression 3D en elle-même, résine, et pour ensuite attaquer des projets on va dire un peu plus avancés et plus pointus et plus précis. Donc n'hésitez pas à avancer si vraiment je parle de choses qui sont pour vous une évidence. Et surtout n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en commentaire sur la vidéo, je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude, et vous avez aussi le Discord officiel de Litchi Slicer, alors qui est plutôt anglophone, où là vous avez notamment une grande partie de l'équipe qui est présente pour répondre à vos questions, et moi aussi le premier. Allez, on y va donc. Alors, la première étape consiste à parler un petit peu de l'interface. Alors elle est vraiment très très simple. Je suis en anglais à l'heure actuelle, vous pouvez passer le logiciel en version française. Simplement vous allez dans les préférences, fichiers préférences, et là vous pouvez choisir la langue. Donc vous avez pas mal de langues différentes, le français. Pour cette vidéo, je reste en anglais car l'impression 3D utilise beaucoup de termes, on va dire, anglophones. Voilà, mais je donnerai les termes français bien sûr au même moment. Alors point de vue interface, vous avez bien sûr un espace de travail en 3 dimensions. Je vais juste commencer par charger. Vous voyez, par défaut, on a une librairie d'objets 3D de base qui est présente. Je vais cliquer donc sur ce petit poussin qui est fait mais sublimement bien par un artiste français qui est moi-même. Voilà, je vais rester très modeste. Dans trêve de plaisanterie, charger un petit modèle 3D. Vous pouvez aussi cliquer sur importation. Je vais revenir donc par la suite pour charger vos fichiers 3D au format STL et OBJ principalement. Voilà, donc ça je vais revenir juste en dessous. Alors, au niveau donc de l'interface, on a un truc qui est très très classique. On a une scène 3D avec votre objet 3D ici présent. Vous avez le plateau de votre imprimante qui est représenté en bas et vous avez dans cette boîte englobante le volume de votre imprimante. Ça permet bien sûr de se visualiser par rapport à ce que vous devez donc placer, organiser pour vos modèles pour l'impression. Pour la navigation 3D, c'est très très simple. Vous faites un clic droit pour faire une rotation. Vous appuyez sur le bouton de votre molette de souris pour faire un déplacement parallèle et vous avez la molette pour zoomer et dézoomer. Si vous avez un trackpad aussi dans les
préférences, vous pouvez activer la navigation au trackpad et vous avez sur le côté en haut à droite ici le moyen de directement changer comme ça ici votre rotation selon différents points de vue, la petite maison pour revenir au point initial de départ, et vous avez une petite flèche un petit peu cachée ici. Vous pouvez passer de mode orthogonal ou en mode perspective. C'est assez important. Moi, je travaille beaucoup en mode orthogonal. Donc, vous allez voir que justement, il bascule à certains moments. Parce que quand vous êtes en vue dessus, vous allez comme ça mieux pouvoir organiser et voir ce qui sort de la zone d'impression ou pas. Alors que la perspective peut être relativement trompeuse. Donc, n'oubliez pas ce petit paramètre. Et vous avez un petit bouton ici qui permet en fait d'inverser la caméra pour se trouver en fait un peu comme l'orientation de votre imprimante 3D. Car je vous rappelle qu'en impression SLA, on imprime principalement tête en bas. Voilà, donc à l'envers. Je reviens, hop, dans les différents modes. Voilà. Vous avez en haut, très important, les différentes sections du logiciel. Layout, en fait, c'est la section où on va organiser votre plateau, on va faire les déplacements des objets. Et là, vous avez des outils sur le côté, notamment de déplacement, rotation et échelle, voire aussi des duplications de modèles. Bien sûr, il faut que je le sélectionne pour que ça marche beaucoup mieux. Réarranger automatiquement, miroir, auto-orientation, etc., etc. Vous avez à côté la section support qu'on va donc attaquer par la suite. On va créer donc ces supports. Je vais revenir donc ensuite. La preview pour prévisualiser votre modèle au sein de votre imprimante. Il y a différents outils là-dessus, notamment le simulateur. Quand on est débutant, ça permet vraiment de comprendre comment ça marche. Et bien sûr, l'exportation pour l'imprimante 3D. Vous retrouvez aussi de l'autre côté, ici sur la gauche, alors le shop qui n'est actuellement pas ouvert, vous avez, je vais revenir juste ensuite, et là c'est petit point pas très marrant, la gestion des imprimantes, la librairie, donc c'est ce catalogue d'objets qui va forcément grossir avec le temps, la fonction d'importation, et là vous avez la liste des objets simplement, vous avez qu'un seul objet ici présent, on va pouvoir sélectionner, désélectionner l'objet et le rendre visible ou invisible. C'est assez utile comme fonctionnalité quand on commence à avoir des scènes assez chargées. Et donc comme je le disais, voilà, on va maintenant parler des imprimantes 3D et des paramètres qui sont associés, qui sont en fait au sein de la résine. Alors tout en bas de l'écran, un petit point que j'ai pas montré, vous avez ici un récapitulatif de l'imprimante active, car peut-être que comme moi vous avez plein d'imprimantes 3D, donc des fois vous avez basculé d'une imprimante à une autre. Vous avez la résine active, c'est-à-dire quels sont les paramètres de résine associés à votre imprimante maintenant tout de suite. Donc là j'ai de l'Elego Regular en couleur grès avec une résolution de 20 microns par couche. Et en dessous j'ai la hauteur maximum de mon modèle ici, donc qui fait 40 mm. Donc ça c'est toujours un petit point comme ça. Vous pouvez voir rapidement votre modèle où vous en êtes. Et donc voilà, maintenant je clique sur le bouton Printer. Les imprimantes. Et là, vous retrouvez une interface qui va vous lister vos imprimantes 3D ou votre imprimante 3D. Donc vous voyez ici, c'est bien la Photon S de sélectionner avec en dessous les paramètres de résine. Donc j'ai bien l'imprimante associée donc ici donc dans les résines avec les Lego, Regular Grey et 20 microns pour ma résolution. Si vous voulez rajouter une imprimante 3D, vous cliquez sur le gros bouton ajouter ou add ici et là dans la liste vous cherchez donc comme ça une imprimante. Par exemple, il me manque ma longueur orange 30 que j'ai effacé juste avant de faire cette vidéo là. Donc vous voyez maintenant l'imprimante a été rajoutée et sélectionnée et dans les paramètres de résine je me retrouve maintenant avec une résine par défaut, voilà donc la marque par défaut, le nom par défaut et une résolution voilà donc de 50 microns. Si vous cliquez sur le petit, si vous cliquez sur le petit engrenage d'abord au niveau de l'imprimante, voilà là-dessus, vous aurez accès à quelques paramètres souvent très basiques. Alors la version Pro elle permet de changer légèrement la taille donc de l'écran, pas la version je dirais gratuite. Pour les gens qui voudraient compenser notamment parce que votre résine risque de s'expanser ou de se contracter en fonction de certaines propriétés. Donc des fois on a besoin de modifier ce petit paramètre là. Mais surtout vous avez ici le mode miroir en X, donc sur le côté ou en Y sur la profondeur. Des fois certaines imprimantes on a besoin de faire un miroir ou pas. Donc vous pouvez changer les paramètres ici. Et ce que je voulais dire c'est que voilà en dessous les paramètres de résine. Donc là je prends la résine par défaut, je clique sur le petit engrenage. Et vous avez quelques paramètres de base. Alors là, par défaut, il y a un mode, on va dire, de base basique et un mode avancé. Je clique sur avancé. A priori, les prochaines versions, on n'aura plus de distinction. Il y aura vraiment, on va dire, tous les paramètres comme ça, clairement visibles. Bref. Et là, donc, le côté un peu technique des choses, vous avez ce qu'on appelle les burn-in layers, vous avez les normal layers, en gros, vous avez tout en haut les paramètres de couches surexposées et en dessous les paramètres de couches normales. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, les couches surexposées, c'est les premières couches que votre imprimante, ce sont les premières couches que votre imprimante va donc solidifier, et là, il faut qu'on les surexpose pour qu'elles accrochent très très bien sur le plateau. Donc, les paramètres sont légèrement différents, et en dessous, on a les paramètres de base. Donc là, ici, par exemple, je suis sur
sur une résine qui est réglée pour avoir des paramètres sur des couches de 50 microns. Donc à vous de changer les paramètres. Changer la résolution va impacter d'autres paramètres, notamment le temps d'exposition. Le cure time ici, c'est le temps d'exposition qui est à 6 secondes. Plus votre couche sera épaisse, plus vous allez devoir augmenter cette valeur-là. Mais si votre imprimante aussi, en fonction de sa puissance, elle a des LED très puissantes, ou alors elle a un écran monochrome, eh bien, il va falloir réduire le temps d'exposition. Donc c'est vraiment dans les paramètres de résine que vous allez tout définir. Donc à peu de choses près, le nombre de layers, donc de surexposés avec leur durée. Le white before print, ça c'est le temps, on va dire, de pause entre deux couches. C'est assez important, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc là, je disais donc l'épaisseur constante. On retrouve aussi ce white before print, donc ce temps avant l'impression, autant pour les layers normaux. Et là, vous avez un élément très important et souvent sous-estimé par les personnes, ce sont les paramètres de vitesse. La vitesse à laquelle votre plateau va monter et va descendre. Donc là, on n'a que des paramètres de montée. Il faut savoir que cette vitesse-là est quelque chose de très très important. C'est pareil, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais plus votre vitesse va être lente, plus la couche va se décoller, on va dire délicatement, du film en plastique au niveau de votre bac d'impression, et ça va appliquer beaucoup moins de force au niveau des petites pointes de support et votre modèle. Donc n'hésitez pas à être un peu trop lent que d'être trop rapide et rater vos impressions. Si par exemple vous avez votre impression avec toutes les petites tiges qui sont bien imprimées, mais votre modèle restez au fond du bac, tout a cassé en fait au niveau des pointes, très souvent c'est parce que soit votre temps d'exposition est trop court, ou alors la vitesse est trop rapide, ou bien sûr c'est un mix des deux. Donc attention à ça. Et là vous voyez que vous avez des vitesses donc ici donc d'élévation, et vous en avez deux. Alors, certaines imprimantes en ont deux, d'autres une seule. Je vais vous montrer avec une autre imprimante par la suite. Donc là, vous avez une première élévation où là, en fait, l'imprimante va monter très légèrement, très très doucement et après va accélérer. Donc c'est pour ça que vous avez une première section, une deuxième section. Et juste avant de montrer une autre imprimante, vous avez ici le montant de votre résine. Par exemple, j'utilise une résine à peu près à 30 $ le litre. Et pour des bouteilles d'1 litre, l'intérêt c'est que je vais pouvoir à la fin de mon tranchage, donc de faire ces slices, j'aurai des statistiques pour me dire le modèle va s'imprimer en tant de temps et pour un coût de tant d'euros ou de dollars. Voilà, donc d'où le prix. Je fais OK, et pour vous montrer donc une autre imprimante, je prends les Lego Mars 2, et regardez juste en arrière-plan, regardez, on voit ici que ça bouge très légèrement au niveau donc du plateau. Voilà. D'ailleurs, si je prends la photo Mono X que j'attends aujourd'hui, au passage, vous voyez, le plateau est encore plus grand. Donc tout ça est vraiment dynamique. On choisit bien l'imprimante et après les résines. Donc je reviens voilà sur les Lego Mars 2 Pro ici. J'ai donc créé moi-même des résines et Lego, la Rapid Grey, ici, avec un paramètre de 35 microns. Voilà. Et là, vous remarquez que j'ai beaucoup plus de paramètres parce qu'ils sont spécifiques à l'imprimante, d'accord? Donc ces paramètres de résine propres à cette imprimante. Donc, vous voyez, j'ai bien ici la marque Elego, le nom, voilà, c'est de la Rapide, couleur grès. Vous pouvez choisir ici donc différentes marques de résine, mais rien ne vous empêche, vous, de créer votre propre marque. Ce nom-là, vous pouvez le modifier et mettre un nom qui n'existe pas. Comme le type ici, donc là c'est de la Rapide, la couleur black, à vous de changer les noms, c'est purement dynamique, voilà. Et donc vous retrouvez ici ces burn-in layers, et là vous voyez il y a beaucoup plus de paramètres, avec bien sûr le temps d'exposition, vous voyez c'est beaucoup plus court. Tout à l'heure j'étais à 80, là je suis à 20, cette imprimante là, un écran monochrome, donc il y a beaucoup plus de lumière qui passe, c'est beaucoup plus rapide. Et là vous avez par exemple ce qu'on appelle les transition layers, en fait ça va être des couches entre ces couches surexposées et celles normales, où le temps d'exposition va être dégressif de façon à ne pas avoir une transition trop marquée. Voilà, donc ce genre de choses. Et là c'est pareil, vous avez ici le lift off delay, le light off delay donc qu'on avait vu tout à l'heure ici, qui est de 12 secondes pour moi ici, avec l'élévation après justement l'impression, ça a monté de 8 mm, avec donc une vitesse de 60 mm par seconde. Et d'autres imprimantes vont même pouvoir changer l'intensité des LED pour dire je ne veux pas flasher à 100% de l'intensité, mais par exemple à 80%. Donc vous voyez, c'est vraiment assez spécifique. Et on a donc bien sûr les layers tout à fait classiques, avec aussi la vitesse cette fois-ci qui est séparée. Je n'ai pas une première et une seconde vitesse, j'ai juste une vitesse globale pour ces layers classiques. Et on retrouve aussi toujours le prix au niveau. Donc vous voyez, c'est super important de prendre ça en compte que chaque imprimante aura ses propres propriétés qui vont être différentes au niveau des paramètres de résine. Ces paramètres de résine, vous pouvez très bien rajouter, tiens, je voudrais faire une autre paramètre, donc voilà, Rapid Grey 50, une version par exemple en 35 microns ici. Je vais pouvoir dupliquer ma résine, donc je vais la dupliquer pour les Lego Mars 2 Pro,
voilà là-dessus. Grès, je vais faire aller moi une 25 microns, pourquoi pas. Donc au niveau des épaisseurs, je vais changer mon temps d'exposition, je vais passer à peu près à 2 secondes. Alors là je mets des valeurs un petit peu au pif, voilà, et on va dire c'est ok là-dessus, et maintenant je me retrouve ici avec ma résine qui est sélectionnée. Ce qui va dire que vous allez pouvoir à n'importe quel moment changer comme ça les paramètres. Vous voyez, de résine, ce sont des préconfigurations prêtes à l'emploi. Vous pouvez aussi exporter et importer vos paramètres de résine, ce qui est assez utile quand vous avez d'autres personnes qui travaillent avec Litchi Slicer ou un autre slicer, d'importer ces paramètres donc de résine, d'exposition et tout. Ça permet de faire gagner du temps. Voilà. Donc désolé de ce long blabla sur les paramètres d'impression résine, mais c'est vraiment un élément super important. Allez, maintenant on va attaquer les choses un peu plus sympathiques quand même, on va vraiment parler de préparation d'impression 3D. Juste pour vous dire, vous remarquez en haut, il m'a dit « Ah, attention, ça fait depuis quelques temps que tu travailles sur ta scène, tu n'as pas enregistré. » Donc il propose d'enregistrer la scène automatiquement dans le format natif. Vous avez 2 formats de fichiers, le format complet et le format allégé. Donc vous avez Litchi Slicer Scene, les LYS, et la version Light, LYT. La différence entre les deux, c'est que le format lisse, donc complet, va enregistrer mes paramètres, on va dire, de support, d'orientation, de plateau et tout, et le fichier 3D dans un seul et unique fichier, alors que le format lit va enregistrer tous les paramètres, sauf le modèle 3D. Ça veut dire que vous devez avoir à côté de votre fichier lit, le fichier STL ou les fichiers STL ou OBJ que vous aurez chargé dans le logiciel. Donc ça, c'est un truc qui est super important. Ça permet que si par exemple vous travaillez avec d'autres personnes qui ont le même fichier STL, vous n'avez qu'à passer que le fichier lit, et que dans ces cas-là, ils pourront charger le modèle 3D directement avec la scène. Voilà, moi j'utilise quasiment que ça comme format à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, mon petit poussin ici présent, je vais charger d'autres modèles par la suite, bien sûr. Voilà le mode de fonctionnement. On est dans Litchi Slicer, on va dans le layout dire bah tiens, je voudrais pourquoi pas changer l'échelle de ce poussin pour l'imprimer un petit peu plus grand. Donc j'ai pris l'outil échelle. Je peux ici donc changer soit dynamiquement, voilà en faisant un clic glissé avec le manipulateur, ou en dessous rentrer des valeurs numériques. Pourquoi pas passer en pourcentage ici, et je voudrais l'avoir en version de à 150%. Je fais entrer, et là donc ma taille à changer. Vous pouvez faire des rotations, voilà là-dessus, on va y revenir par la suite, donc du déplacement, de la copie, etc., etc. Donc une fois que c'est fait, et je fais volontairement un modèle comme ça à même le plateau, ce qui n'est pas très bien, mais c'est pareil, je vais revenir par la suite. Je vais donc maintenant passer à la phase de préparation du modèle au niveau des supports. Alors ici, je change en fait d'univers avec mes boutons sur le côté qui ont changé, donc c'est pour ça si vous cherchez certains boutons à certains moments, eh ben, c'est possible qu'ils soient dans une section différente de celle dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi les menus là-haut. Par exemple, le menu support, ici présent, n'apparaît que dans la section support, et c'est pareil, il y a des éléments de la menu vue, notamment clipping view, support visibility, qui ne se trouvent que dans la section support et pas dans la section layout. Voilà, c'est dynamique. Et enfin, vous avez tout ce panneau latéral à droite, et notamment cette barre aussi verticale, qui n'apparaît que au sein de la section layout. Alors cette barre, elle, apparaît aussi dans la section preview accessoirement. Donc voilà, n'hésitez pas si la scène est dynamique. Bref, j'ai mon poussin ici, et il va falloir peut-être ou peut-être pas créer des supports. Les supports servent essentiellement à 3 choses. La première, ça va être de soutenir le modèle lorsqu'il y a des parties qui sont en surplomb. C'est-à-dire, par exemple, on imagine ces petites papates en bas, voilà, avec ces petites griffes qui, par exemple, peuvent très bien pointer vers le bas. Et si on n'a pas de support, regardez, je reviens juste en arrière pour montrer la chose, je reviens donc dans le layout, et là je vais faire une rotation, comme ça ici, de mon petit poussin, d'accord? Et je reviens dans support entre les deux. Si je regarde bien ici, eh ben, ces petites pattes, là, à certains endroits, vont commencer à pousser dans le vide. Et c'est là que va rentrer en jeu cette barre latérale sur le côté, cette barre de clipping, qui va permettre de me montrer finalement les tranches que va imprimer l'imprimante 3D au fur et à mesure. Donc ça va vraiment commencer à imprimer vers le bas, comme ça ici. Donc ces petites tranches, on va monter. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des parties comme ça qui vont pousser. Donc vous voyez bien ce que je vous montrais ici, la pointe des petites pattes, voilà ici, qui avance. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a d'autres endroits où ça pousse dans le vide avant de se connecter à d'autres parties du modèle. Donc ça, c'est très important de comprendre ça et de comprendre que ces éléments-là, on appelle ça des îlots, des islands en anglais, ou des minima. Voilà, pour dire à cet endroit-là, ça pousse dans le vide. Ça veut dire que votre imprimante, elle va imprimer la couche et cet élément-là va se trouver imprimé sur votre film, votre FEP, au fond du bac,
mais lorsque ça va se décoller, eh ben, ça va rester accroché a priori au plateau, parce qu'il n'y a rien pour tenir ou au fait. Bref, il y a un problème là-dessus. Donc il faut donner une continuité entre le plateau et tous les éléments qui vont devoir pousser. Donc c'est pour ça que je vais devoir créer donc un type de support qu'on appelle un support, on va dire, donc voilà, d'island. Il n'y a pas vraiment de nom officiel. Donc j'ai cliqué sur le petit, voilà, ici, le petit endroit là, et ça m'a créé un support qui fait que lorsque l'imprimante, je m'occupe que dessus là pour l'instant, va donc imprimer au fur et à mesure, donc va créer cette petite tige qui va se connecter, hop là, au petit îlot pour donner du soutien avant que ça se connecte au reste du modèle. Donc les supports sont très importants pour voilà, aider à faire pousser votre modèle sans aucun problème. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'analyse mon objet 3D pour en dire, ah tiens, peut-être que j'ai d'autres îlots, vous voyez, on les voit, j'en ai un ici. Donc je vais hop, rajouter un petit support. Donc je fais ça à la main pour commencer. Mais je parlais des supports automatiques. Voilà, j'en ai besoin d'un autre ici. Voilà. Et donc, vous avez besoin de ce genre de support au fur et à mesure. Donc ça, ce sont, on va dire, les supports voilà, qui sont en fait les plus importants. Ensuite, vous avez besoin de supports. Par exemple, vous allez mettre comme ça ici. Je fais ça un peu rapidement, hein, sur la base. Cela va servir à soutenir votre objet en place parce que cette opération de peeling, ce décollement, est assez violent quand même parce qu'il faut quand même tout décoller. Il y a quand même beaucoup de force. Quand vous avez des grandes surfaces, ça peut tirer très très fort. Donc il faut que votre objet, on va dire, reste en place, en position. Et surtout quand vous avez ici, vous voyez ces surplombs comme ça que l'on voit ici, avec des angles assez marqués. Si je descends, voilà ici, on voit qu'à chaque couche, vous avez en fait un espèce de décroché assez important qui va donc être créé. Et bien là c'est pareil, il va falloir soutenir votre modèle de façon à ce qu'il ne se déforme pas lorsque vous avez ces grands surplombs. Donc c'est pour ça que vous devez rajouter ces supports comme ça ici. Voilà, alors on va voir le côté automatique et manuel vraiment par la suite, hein, pour être sûr que ces surplombs poussent bien. On le retrouve aussi au niveau du bec avec l'angle que j'ai donné. Et vous voyez, c'est ces couleurs, ce damier jaune et orange qui montrent, attention, là il y a quand même du surplomb. Il y a peut-être besoin de créer quand même des supports pour soutenir ça en position. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien que le bec, vous voyez, en l'espace de quelques couches, ça pousse beaucoup vers l'horizontale. Et donc, au décalement, ça peut poser des problèmes et créer ce qu'on appelle du layer shifting, du décalage de couches, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de force que lorsque ça pile, ça déforme, ça redescend, mais ça fait bouger les couches. Et vous retrouvez avec des lignes horizontales sur le modèle 3D. C'est simplement parce que vous manquez de support pour soutenir votre objet comme ça en place. Donc voilà, ça veut dire qu'il faudra peut-être, donc automatiquement, vous voyez ici, on a cette espèce de ligne de prévisualisation, elle est large. Vous voyez, on la voit ici, elle est très très large. C'est-à-dire qu'à chaque couche, on va imprimer quelque chose de très très large. Il va falloir rajouter donc des supports pour dire, bah tiens, je donne un petit peu de force à cet endroit-là, j'aide mon modèle à mieux pousser. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Vous voyez ici, j'ai des îlots. Donc cette petite ligne permet de vraiment visualiser, d'anticiper voilà, tous ces éléments, on va dire au niveau des couches, ces îlots et ce genre de choses. Et enfin, vous avez un troisième type de support qui, eux, finalement, ne sont pas forcément les plus importants, mais il ne faut pas les négliger, c'est les supports de maintien. Ceux-là, ils sont un petit peu comme ceux que j'expliquais à la base par rapport à ces surplombs, voilà, ces grandes zones-là. Il faut quand même créer par-ci, par-là, des supports qui vont être purement secondaires, voilà ici. Ceux-là vont juste servir en fait à bien bloquer complètement le modèle dans sa position pour être sûr qu'il n'y ait pas justement avec ce peeling au fur et à mesure des grands décalages. Car on peut être tenté de mettre des supports que sur la base pour dire bah tiens mon modèle il est accroché en bas, il bouge bien. J'ai mis quelques supports pour ces surplombs pour être sûr que ça pousse bien et puis ça s'arrête là. Alors pour des modèles très petits, des modèles où on va faire ce décollement de couches avec une vitesse très très lente, ça peut suffire. Mais plus le modèle va être grand et plus vous allez vous trouver très très loin de la base, plus il y a un risque de bouger. Je prends l'exemple de notre chère tour Eiffel avec le vent, c'est peut-être pas la meilleure analogie, mais en fait la base est très très stable, mais le haut, en fait on est très très loin de la base, mais quand il y a du vent, eh ben, le haut bouge quand même relativement, on parle de plusieurs mètres. Et bien là c'est pareil, il va falloir pour être sûr que le haut de votre impression par rapport donc, à ce décollement et donc ce plateau à l'envers, ça ne bouge pas. Il va falloir soutenir l'ensemble et créer des supports de maintien. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette alchimie au niveau des supports. C'est tout sauf anodin. Donc là, je vous ai montré des supports manuels. Vous avez vu, j'ai simplement cliqué ici sur mon modèle pour créer des supports. Mais des endroits où je ne vais pas me les créer.
j'ai un petit indicateur rouge, ça veut dire attention à cet endroit-là, je ne peux pas mettre de support comme ça moi-même, c'est pas possible parce que mon support passerait au travers de l'objet. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais Litchi essaye le maximum possible d'éviter le modèle pour atteindre la base, la plateforme d'impression 3D, pour ne pas démarrer le moins possible du modèle 3D, déjà parce que c'est moins résistant, ça peut casser au niveau du point de départ, et aussi ça laisse des marques sur le modèle, donc on évite le plus possible de toucher le modèle, on fait une espèce de cage au maximum autour de l'objet. On verra ça par la suite sur d'autres modèles. Donc ça, c'est les supports manuels. Alors, je vais revenir au fur et à mesure du support manuel. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer donc tous ces supports-là. Voilà, je vais rester sur l'orientation un petit peu tordue de mon petit poussin, c'est pas la plus optimum, mais c'est à moi de vous montrer les choses. Et donc pour dire que les supports, vous avez ici différentes sections. Alors, je suis dans la version Pro actuellement, la version gratuite n'a que le mode global, on va dire, des paramètres qu'on trouve ici, qui, croyez-moi, sont suffisants dans l'essentiel des différents besoins. D'ailleurs, même moi, j'ai beau être quelqu'un qui est plutôt en usage avancé, je fais 90% de mon boulot là-dedans, franchement. Je fais que du manuel, je fais jamais des supports automatiques. Mais bref, vous avez ici en dessous des préconfigurations aussi pour indiquer vos supports. Est-ce qu'ils vont être de type léger, moyen ou fort, gros, costaud, heavy, je ne sais plus quel est le terme en français, je vous le cache pas. Voilà, en fait, ça va être des paramètres pour dire mon support, ma tige, elle est beaucoup plus large ou moins large. Ma pointe va être plus ou moins longue et plus ou moins fine. Des pointes fines, comme ça ici en light, vous voyez, j'ai ma pointe va faire 0,3 mm de largeur. Donc, vous voyez, si j'avance ici, voilà ma petite pointe, en contact du modèle, va faire 0,3. Donc, elle va être toute petite. Ce qui va être bien pour les miniatures, par exemple. Mais plus votre modèle va être gros, et plus il y aura du peeling, cette force de décollement qui va être importante. Si votre pointe est trop petite, elle peut casser. Ou aussi, si votre exposition n'est pas assez importante, ça va être un peu trop mou et ça peut casser au niveau du décollement. Donc ça, attention à ce genre de choses. Ne faites pas genre une pointe toute petite pour un très très gros objet au-dessus. Il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas, que ça bouge et que ça casse. Voilà. Alors, ce qui est important de ces paramètres-là, c'est que lorsque vous allez créer des supports, soit manuellement, soit automatiquement parlant, les paramètres actifs que vous avez là vont être utilisés pour les futurs supports que vous allez créer, manuel ou automatique. Donc là, vous voyez ici, je suis à un diamètre de tige de 1,6 mm, avec une pointe à 0,4 et une longueur de pointe, donc cette espèce de cône au bout, de 4 mm. Donc quand je vais créer au fur et à mesure, alors je suis un petit peu au pif ici, bien sûr. Voilà, tous ces supports-là ont les mêmes propriétés. Je suis sur du médium. Je peux dire, tiens, je voudrais celui-là, il est un peu moins important, je voudrais une pointe plus petite, je peux passer en light. Hop, vous voyez automatiquement, il m'a changé paramètre pour light, ou alors je voudrais passer en heavy, voilà, en plus costaud. Donc ça, ce sont ces paramètres, ces préconfigurations. Si par exemple vous voulez que le heavy soit pas comme ça, mais un petit peu différent, par exemple je voudrais une pointe de diamètre beaucoup plus costaud, par exemple on va dire environ 1 mm, vous voyez la pointe est beaucoup plus large maintenant, voilà, j'ai un nouveau heavy. Et vous voyez heavy, ils vont dire que là, attention, je suis proche du paramètre heavy, vous voyez la couleur est bleutée plus foncée, une petite étoile pour dire c'était un paramètre heavy, mais on l'a légèrement modifié. Donc, ça permet en fait d'avoir un indicateur. Est-ce que je suis sur une préconfiguration pure, on va dire, ou légèrement modifiée. Et si vous voulez enregistrer vos paramètres de préconfiguration, vous avez à côté Custom ici, où on peut écraser la configuration pour dire, tiens, ce paramètre de heavy, voilà, je fais Override Preset Heavy. Voilà, c'est devenu mon nouveau heavy. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je veux celui-là qui est en médium, je veux un nouveau heavy. Voilà, je clique dessus, vous avez vu, maintenant c'est un gros, il a bien pris en compte mon paramètre de 1 mm. Donc ça, c'est un petit truc qui est assez important, car quand vous faites beaucoup de supports, c'est bien d'avoir vos propres configurations et de les appeler comme ça à la volée. Et vous verrez qu'il y a d'autres usages par la suite. Alors, maintenant je suis en médium, je vais effacer tous mes petits supports, vous voyez qu'ils sont ici, et je vais faire l'autre approche, c'est-à-dire je vais faire des supports automatiques, car quand vous êtes débutant, voilà, donc là, je suis désolé, c'est beaucoup théorique pour l'instant. Quand vous êtes débutant, il va falloir comprendre tout ça, et c'est pas évident. Donc le logiciel propose des supports automatiques qui va créer les supports pour les îlots, donc qui va détecter, mais aussi créer ces supports donc, de soutien pour ces surplombs, et aussi ces supports de stabilisation. Donc ça analyse le modèle pour faire quelque chose au mieux. Donc vous avez en dessous ce bouton, Generate Automatic Support, donc générer les supports automatiques, qui, attention, va créer ces supports automatiques en se basant sur les presets que vous avez au-dessus. Donc là, il va me créer des supports automatiques en utilisant
donc mon preset, ma préconfiguration médium. Et là, vous avez donc deux paramètres en dessous, la densité des supports, si vous avez des supports plus ou moins denses, donc vous avez une petite glissière pour la modifier, donc en bas, moyen, light et ultra, je vais rester en normal, et vous avez la distance pour aller essayer d'atteindre le sol, donc ce search to ground, qui est à 25 mm, c'est-à-dire qu'il va essayer de, dans une distance de la pointe, à peu près à 25 mm, c'est de trouver le sol. S'il ne trouve rien, il va démarrer ce modèle 3D. Vous pouvez augmenter ou réduire cette valeur-là en fonction de vos besoins. Donc là, je clique sur Generate Automatic Support. Voilà, il analyse bien sûr le modèle. Ça prend quelques secondes. Plus votre modèle est gros et complexe, plus ce sera rapide. Et il va faire des automatisations en fait, au niveau des supports générés. Et il va vous donner des statistiques. Alors là, voilà, il y a 103 supports qui ont été rajoutés. Il y a 13 supports qu'il aurait voulu rajouter. Mais pour dire, c'était pas possible en fait donc, de le faire. Il a trouvé 10 îlots, donc tout seul, qui ont été supportés. Et là, la statistique la plus importante pour dire, en fait, il n'y a aucun îlot qui n'a pas pu avoir de support. Dans certains cas, vous pouvez avoir des îlots qui sont impossibles à atteindre pour l'algorithme. Eh ben, ils existent, mais les supports ne pourront pas être créés. Donc, ce sera à vous de voir comment on peut modifier ce genre de choses. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle donc l'optimisation, ça s'appelle du parentage et du brassing, on va dire de la connexion entre supports qui ont été rajoutés. Donc voilà, vous voyez ici, c'est ce qu'a fait automatiquement le logiciel. Je reviens juste avec ma barre de clipping comme ça en bas ici. Voilà tous les supports qu'il a rajoutés. Donc, vous voyez, de soutien comme ça par la suite. Des supports pour les îlots. Donc, vous voyez au niveau des pattes, ces petits îlots qui ont été rajoutés comme ça ici. Et des supports de maintien, de stabilisation. Vous voyez, par exemple, ce support-là, on pourrait dire, il ne sert à rien. Je prends ma barre de clipping. Donc, vous voyez, on a bien l'évolution de l'impression. Tous les supports qui se connectent au fur et à mesure, vous voyez ici, sur les îlots. Petit truc, utilisez les touches flèche haut et flèche bas du clavier pour monter comme ça d'une couche au fur et à mesure. Ça va monter de la couche de la résolution de l'imprimante. Je suis en 100 microns à l'heure actuelle. À chaque fois que j'appuie, vous voyez, j'augmente ma résolution verticale de 100 microns. Vous voyez, comme ça, j'ai mes îlots qui approchent dessus, qui sont donc détectés et qui va me connecter comme ça par la suite. Donc c'est bien de vérifier comme ça tout ça au fur et à mesure. Prenez le temps. Ça c'est un truc... je peux comprendre quand on est débutant, on a envie d'aller très très vite, on a envie d'avoir absolument son impression le plus vite possible. Ça vaut vraiment le coup de perdre 5 minutes, 10 minutes, voire un quart d'heure à tout vérifier, vérifier vos supports, vos paramètres de résine et tout, que de rater une impression et d'avoir la frustration de perdre finalement des heures d'impression, parce que des fois on se rend compte au bout de 2, 3, 4, 5 heures que l'impression est ratée, et on a utilisé de la résine, et en plus après il faut nettoyer tout le bazar, ce qui n'est pas forcément très marrant. Donc prenez votre temps, c'est vraiment important. Voilà. Donc vos supports comme ça ont été générés. Et vous voyez qu'ici, il y a des supports. Ah oui, excusez-moi, je reviens à ce que je voulais dire, pardon. Donc vous voyez ce support-là ici, c'est un support typiquement de maintien. Il ne sert à rien. Si je suis sur le dessus, voilà ici, vous voyez, il soutient aucun îlot. Il sert, on va dire, visuellement à rien. En fait, si, il sert à garder la position du modèle. Alors, quelqu'un comme moi qui suis habitué, je sais qu'en fonction de ce que j'ai en dessous, moi j'ai des yeux et j'ai une connaissance que n'a pas forcément le logiciel. Le logiciel, il fait des algorithmes, il n'a pas forcément du savoir, on va dire. Donc ce support-là, moi je sais que je pourrais quand même le supprimer. Donc il est sélectionné, j'appuie sur Supr sur le clavier, il me l'a effacé. Et celui-là, c'est pareil, je peux l'enlever. C'est pareil, il y a des supports qui ici, vous voyez, de maintien à cet endroit-là, il arrive au niveau de l'œil. Et celui-là, il n'est pas crucial parce que voilà, je n'ai pas de surplomb comme tout à l'heure. Donc vous voyez, comme ça, je vérifie là-dessus. Alors pourquoi je vais l'enlever? Je vais l'enlever simplement parce qu'il arrive au niveau de l'œil et ces supports vont laisser des petites marques au moment de l'impression. Donc si clairement il n'est pas utile, je vais simplement l'enlever pour avoir moins de ponçage à faire par la suite. Donc n'hésitez pas à vous dire, est-ce qu'il est important? Pas important. Et est-ce que si je le laisse, je n'aurai pas de problème pour poncer. Donc vous voyez ici le bec c'est facilement accessible, la petite plume ici c'est accessible, donc je vais pouvoir les laisser, c'est pas très très grave. Donc n'hésitez pas à sélectionner vos supports et à les enlever. Alors pour revenir au support automatique, voilà ici donc on a ces modes donc, de qualité. Et ce que ça a fait à la fin, ça a fait ce qu'on appelle du parentage et les brassings, on va dire de la connexion entre vos différents éléments de support. Donc vous voyez des petits tooltips qui apparaissent avec des petites images qui montrent ce que c'est avant et après. Ce brassing est fait automatiquement comme le parentage au moment, on va dire, de ce support automatique. Voilà, c'est activé par défaut. D'ailleurs, vous voyez ici à quoi correspond le parentage avec le petit gif animé. C'est au lieu d'avoir des tiges individuelles pour chaque support, il va essayer de connecter des supports sur des tiges, des troncs communs.
faire un peu un principe d'arbre, voilà ici, pour connecter et simplifier, on va dire, le processus, mais aussi donner de la force. L'intérêt de ces brassings et ces parenting, ça va être dans certains cas de connecter ces supports et donc d'avoir plus de stabilité et en même temps essayer d'économiser de la résine. Et là, je viens sur un autre point, comme je disais juste avant, ne soyez pas pressés. De l'autre côté, ne soyez pas économe en résine. Car des fois, de dire « Ah ben non, mettre du brassing ici, ça va bouffer plus de résine ». On parle de quelques millilitres de résine, et c'est pareil, mieux vaut fiabiliser votre impression que d'économiser quelques centimes d'euros, que d'avoir une impression ratée et finalement de tout mettre en l'air. Et là, vous aurez perdu beaucoup plus d'argent. Donc, ne soyez pas pressés, ne soyez pas radin ou radine sur vos impressions 3D. Voilà. Alors ça, j'en parlais par la suite, donc du parentage et du brassing. Donc là, on va dire mon poussin est prêt à l'impression 3D. Maintenant, je peux aller dans la section preview qui est purement optionnelle, qui là affiche différentes options au niveau donc de l'impression. Vous voyez ici, j'ai mon objet 3D, on voit les couches que vont faire l'imprimante. On peut donc voir ici, pardon, excusez-moi, que le split, que la partie supérieure, inférieure ou les tranches et les modes d'affichage, voilà vraiment au niveau des couches, ce qui est assez similaire de ce qu'on trouve dans la section support avec le clipping, mais là on a plutôt, on va dire, l'image de votre imprimante 3D. Mais ce que moi je trouve beaucoup plus important, si vous avez ici le mode simulateur. Voilà, le simulateur qui lui va vous montrer comment marche votre imprimante 3D. Car je vous rappelle, on imprime tête en bas. Et c'est vrai que des fois, quand on prépare son plateau ou on fait des supports, on a tendance à tourner la tête pour dire « Ah ouais, mais comment ça va être dans l'imprimante ?» Et on s'y perd un petit peu avec ces géométries dans l'espace. Le simulateur, lui, tout simplement, va vous montrer à quoi va correspondre votre impression 3D dans votre imprimante 3D. Donc vous voyez, quand je déplace ma barre de clipping, on a le plateau qui monte et qui descend. Et si je vais en dessous, on va voir ce FEP, ce film comme ça ici, qui va, vous voyez, montrer ce que va faire votre imprimante. Donc c'est purement un indicateur visuel, mais ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre comment imprime les choses. Et surtout, vous allez peut-être vous en rendre compte qu'au moment de l'impression 3D, votre modèle est imprimé comme ça, enfin, de votre logiciel est visible comme ça, on va dire le bec qui pointe vers la droite de l'imprimante, donc à gauche pour nous de l'écran, alors qu'en fait, dans votre imprimante, eh ben, le bec va dans l'autre sens. Ça, c'est simplement parce que dans les paramètres d'imprimante ici, dans la configuration, vous avez le miroir, par exemple en X, qui est inversé. Il faudra peut-être le passer en off à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à comparer ce que vous avez dans votre simulateur et votre impression pour voir comme ça le résultat. Voilà, au niveau du simulateur. Donc c'est vraiment purement visuel. Alors certaines imprimantes, je reviens sur la Photon S, voilà là-dessus. Elle a carrément, vous voyez, le bac officiel, le plateau officiel. Donc, en fonction des imprimantes, vous aurez soit quelque chose de générique, soit, on va dire, le modèle 3D qui correspond. Et ça, on va en rajouter au fur et à mesure. Donc, voilà pour le paramètre. Je reviens juste sur ma Elego Mars Pro. Voilà, hop, là-dessus. Et je refais encore une parenthèse pour dire, voilà, il y a eu un ajout depuis, vous voyez, dans mon interface, là, j'ai un peu refait la scène. Vous avez sur le côté ici, Add Scale, en fait, qui est la fonction Banana for Scale, qui permet simplement, en fait, d'insérer l'objet dans une scène, on va dire, avec des éléments d'une taille réelle. Le but est de se rendre compte, finalement, de la taille de votre objet, a priori, à quoi ça pourrait correspondre par rapport à une banane. C'est une petite blague, on va dire, qui traîne sur Internet depuis relativement longtemps. Une canette de litchi cola, voilà, ou un crayon ici. C'est assez pratique parce que des fois, on a du mal à se rendre compte sur l'imprimante, notamment quand on change les échelles. Est-ce que ça va être grand? Est-ce que ça va être petit ou tout petit? Et notamment, si vous faites de la miniature, des fois, on ne se rend pas trop compte. On a l'impression qu'on fait un truc qui est relativement grand, alors qu'en fait, c'est vraiment rikiki. Voilà. Donc c'est une petite fonction en plus qui est assez gadget, mais pas tant que ça au final. Donc voilà, je voulais juste donc dire ce petit point avant bien sûr de repasser sur la partie suivante qui va correspondre bien sûr à l'exportation. Donc voilà, je reviens juste sur l'objet et c'est parti. Donc la simulation, on a vérifié que tout était OK. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'exportation. Donc le dernier bouton en haut. Et là, vous allez avoir un petit peu un récapitulatif pour dire que a priori, c'est un temps estimé. Des fois, vous avez quand même des grosses variations car c'est dur pour nous d'anticiper les phases d'accélération du moteur et tout. Mais bref, un temps estimé de 3 heures d'impression. L'imprimante, ça vous résume, vous êtes sur l'Elego Mars 2 Pro à l'heure actuelle. La résine, vous êtes sur la Rapid Grey 100 microns. Vous pouvez très bien cliquer dessus et dire, bah non, finalement, je vais faire du 50 microns. Voilà, là-dessus, revenez dessus. Vous voulez ajouter un effet d'anti-aliasing pour essayer de lisser les surfaces. Je rappelle, vos pixels, c'est des petits carrés, des petits voxels. Donc des fois, on a un petit effet de couche, on va dire, sur le côté. Donc on peut activer l'anti-aliasing. Certaines imprimantes ont des paramètres différents avec une qualité x2, x4, x6, x8. Certaines d'autres, on va dire, c'est global. Voilà là-dessus. L'exportation, c'est vers un fichier 3D.
Voilà, donc le computer, j'aurai une clé USB, on aurait pu choisir la clé USB, et le format d'exportation, des fois vous avez plusieurs formats, vous pourrez choisir, et là on peut comme ça exporter les slices, je vais vous montrer donc par la suite. Vous pouvez aussi exporter en objet 3D votre scène ici présente, donc de l'OBJ ou du STL, pour exporter vers d'autres personnes. Et vous pouvez aussi bien sûr exporter votre scène, c'est comme faire un fichier Save As, vous avez tout directement dessus. Donc là je vais faire exporter donc Slice et je vais choisir mon fichier sur l'ordinateur où je vais enregistrer mon fichier. Donc je mets ma fenêtre enregistrer sous, mon poussin, vous voyez l'extension CTB, je fais enregistrer. Et là le logiciel va effectuer le slice. Alors j'ai parlé pendant ce slice d'un petit truc un peu technique. Le slice peut être plus ou moins rapide en fonction de la taille des couches, on va dire, à sortir, parce qu'on parle de milliards de pixels à sortir à ce moment-là. C'est vraiment beaucoup d'images en haute résolution. Plus votre imprimante va être grande, avec un plateau notamment en 4K, enfin un écran en 4K, moi c'est le cas de ma Sonic Mini par exemple, vous avez beaucoup de pixels à sortir, l'anti-aliasing va ralentir les choses, et plus vos couches seront fines, plus vous aurez forcément de couches à sortir. Il faut aussi savoir que Litchi Slicer est un logiciel qui travaille entièrement en pixels. Le flux de production est en pixels du début jusqu'à la fin. Pourquoi ? Votre imprimante affiche des pixels, alors que d'autres slicers vont travailler en vectoriel, vont convertir des données en vecteurs. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est moins précis parce qu'on fait de la conversion. C'est un peu convertir une image 2D, voilà, un JPEG, en fichier vectoriel dans Illustrator. Ça marche bien, mais on a de la perte de données. Et en plus, au final, on va repasser en pixels, donc on fait encore une conversion. Donc voilà, donc pour dire que Litchi Slicer, dans certains cas, pour les petits modèles, peut être un peu plus lent que d'autres slicers. Par contre, dès qu'on commence à avoir des scènes très grosses, des gros modèles, des grandes tailles, là on est beaucoup plus rapide. Et surtout, on sera beaucoup plus précis sur les micro-détails. Et donc, à la fin de l'impression ici, on a des statistiques qui apparaissent avec le temps donc estimé, si c'est affiné, voilà on est sur 5h15 à l'heure actuelle, et là c'est important, vous avez la quantité de résine utilisée, 36,4 ml, 0,4 ml, pour un prix au total de 1 euro à peu près pour simplifier les choses. Alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ne soyez pas, je dirais, radin sur votre résine. On est à 36 millilitres pour 1 euro et quelques. Des fois, mieux vaut mettre quelques supports en plus, un peu plus épais. Et bien, peut-être vous passerez à 37-38 millilitres pour 1,15 € à ce moment-là. Mais mieux vaut payer ces quelques centimes de plus que de rater une impression. Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui est super crucial. Donc vous avez vu, là, on a vu tout le processus de base pour préparer comme ça votre modèle 3D. Donc là, c'est vraiment le fonction classique. Donc on va dans le layout, on modifie l'orientation et tout, on duplique si nécessaire, on va créer des supports dans la section support, on prévisualise si nécessaire, et enfin on exporte. Donc ça c'est vraiment le basique. Et là on va attaquer des choses un peu plus avancées par rapport au logiciel. Alors je reviens donc sur le layout, je vais faire un nouveau document. Voilà, je n'enregistre pas mon document comme ça actuel, et je vais rajouter des fichiers. Je vais faire un glisser-déposer d'un STL dans la scène, qui va me charger à ce moment-là. Et j'ai un très gros modèle ici présent, voilà, qui, vous voyez, sort de mon volume d'impression. Vous remarquez que quand j'ai quelque chose qui sort du volume d'impression, je me retrouve ici avec en fait une section en rouge pour dire attention, ce truc là en gros je vais pas te l'imprimer, ça ne marchera pas, donc il va falloir changer l'échelle. Donc je reviens sur l'échelle comme tout à l'heure ici, je vais faire une échelle par exemple à 50% de taille. Voilà, ça j'ai une donnée, je la garde en mémoire parce que ça peut être utile si j'importe d'autres modèles hein, du même type d'objet, parce qu'il est découpé en différents morceaux. Donc attention que votre échelle reste uniforme et surtout la même entre les différents objets. Donc voilà. Donc là, j'ai importé un objet qui fait pour du FDM à l'origine. Donc voilà, c'est la taille. Alors je dis un petit truc aussi, je vais importer deux autres modèles. Je vais les effacer, mais pour parler d'un autre petit point en même temps. Donc là, j'importe deux fichiers STL. Voilà. Ce sont les ailes qui vont à l'arrière. Je vais pouvoir changer donc l'échelle. Donc 150. Pardon, excusez-moi, 50. Voilà. Celle-là, 50 aussi. Et en fait, c'est pas la même taille du modèle. En fait, j'ai fait un modèle pour le FDM et pour le filament, mais juste pour vous montrer des paramètres de taille. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans les objets ici, le corps, je vais le masquer. Voilà, il me sert à rien. Et celui-là aussi, hop, je vais le masquer ici pour garder que cette aile-là. Ils vont remarquer cette aile-là, elle est aussi en rouge. Pour me dire, oui, mais attends, elle sort pas du plateau, pourquoi elle est en rouge? En fait, quand vous avez du rouge, pour dire, il y a de l'erreur, tout simplement. Et si vous regardez sur le côté ici, dans l'Object Editor, vous avez ici une information pour dire, attention, il y a un trou de détecté dans le modèle. Et ça, c'est super important, car Litchi Slicer, comme beaucoup de slicers, va être sensible à des problèmes de structure du modèle 3D. Ça peut vraiment arriver quand vous récupérez des modèles, y compris de Python, ce genre de choses.
Vos modèles ont beaucoup de détails, mais viennent de ZBrush, et ça je suis très bien placé pour savoir les contraintes de ZBrush. Et bien ZBrush, quand c'est du Dynamesh, va créer des topologies qui sont pas terribles, et souvent qui ont plein de petits trous. Alors si vous faites par-dessus la décimation du booléen et tout, c'est un massacre. Et ça, les petits trous, eh ben, au moment du slide, il faut avoir des... s'ils ne sont pas bouchés, ben en fait, le modèle, il ne sait pas comment le fermer, et vous aurez en fait des pixels qui vont apparaître jusqu'en haut, donc de l'impression. C'est pour ça que quand vous avez un modèle qui apparaît en rouge, ou s'il n'est pas sélectionné, il est d'une couleur rouge très pâle, voilà là-dessus, il est vivement conseillé de fixer le modèle. Et vous avez deux outils ici dans Litchi Slicer. Le premier, c'est le Quick Fix, on va dire, qui va être capable de corriger les défauts les plus classiques et simples d'un modèle 3D. C'est très rapide, mais ça fait des corrections, je vous disais, vraiment basiques. Donc je clique dessus, hop là, Fix Mesh, et là en fait, le modèle, il me l'a corrigé, en fait c'était des trous tout simplement, et il m'a donc indiqué que le modèle pour lui était OK par rapport à Litchi Slicer. Par contre, il peut arriver dans certains cas que le modèle est tellement dégénéré, tellement problématique qu'il ne peut pas le réparer. Et là, vous avez en dessous, donc réparer l'objet avec Netfab Online. Netfab est, à notre avis, enfin tout du moins le mien, est le meilleur outil de réparation de fichiers 3D. Si Netfab ne sait pas réparer le fichier 3D, il ne sait vraiment pas le corriger, c'est qu'il est vraiment foutu. Donc voilà. Donc vous avez Netfab qui existe en version logicielle, vous avez une plateforme gratuite en ligne, vous devez juste créer un compte Autodesk, voilà c'est gratuit, et vous allez pouvoir donc soit à la main ou soit avec Litchi Slicer, uploader le fichier 3D, il va donc l'envoyer, le modifier, le réparer, et vous le renvoyez dans le logiciel corrigé. Donc ça c'est un truc qui est super pratique pour les modèles très compliqués. Toutefois il y a une petite contrainte, il faut l'uploader, donc si votre STL est assez lourd, ça prend du temps, le temps que ça soit mis en place, corrigé, etc. Et le retélécharger, donc voilà, ça prend du temps. Et en plus vous avez une contrainte de 100 mégas. Donc n'hésitez pas, quand votre modèle apparaît en rouge, d'utiliser donc cette correction rapide, et si ça ne marche pas, passez par Netfab. Dans les préférences, vous avez ici Model Repair, et là vous avez la section on, donc Netfab, où vous pourrez rentrer votre identifiant et mot de passe si vous le voulez, ou alors vous le tapez à la main à chaque fois si vous avez peur de le laisser, bien sûr, au sein des paramètres du logiciel. Donc ne négligez pas les paramètres, on va dire, pour fixer le modèle 3D, c'est vraiment super important. Je recharge ici, alors hop, les deux éléments, mon aile droite, je l'enlève et je reviens là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais montrer, voilà, c'est... alors d'autres problématiques liées à l'impression 3D, mais aussi, voilà, vraiment des choses à prendre en compte. C'est apparaît toujours un petit peu au niveau débutant, mais pas tant que ça, parce que je vois beaucoup de gens plus avancés qui font quand même pas mal l'erreur. Donc là, j'ai chargé ce modèle-là, et si je vais dans la section support, je laisse l'orientation et tout ici, je fais le clipping, j'ai donc un gros modèle qui est entièrement plein, et surtout qui est posé à même la plateforme. Il faut savoir qu'en général, on évite, quand c'est possible, d'imprimer à même la plateforme pour deux raisons. La première, c'est que la base est toujours surexposée, et donc ça va très bien accrocher, et quand on va vouloir enlever ça du plateau d'impression, alors il y a des plateaux flexibles maintenant, ce qui est quand même assez pratique, faut avouer, mais quand on va vouloir enlever l'impression, on risque de casser des morceaux, peut être assez fragile. Et l'autre problème, c'est que ces couches surexposées sont, on va dire, à cause de la surexposition, vont s'étendre, ça va faire un effet qu'on appelle patte d'éléphant, donc ça va être très large et ça va se rapprocher. Donc très souvent, on imprime sur des supports pour être sûr que le modèle garde son intégrité au niveau donc de la paramètre, enfin, d'élévation comme ça supérieure. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est, on va dire, les deux problèmes courants. Mais il y a un troisième problème que je vais aborder maintenant, c'est que voilà, ce modèle-là, il est cool, voilà, il s'imprime très bien. Au passage, je crois que je peux même l'imprimer sans aucun support dessus, car je l'ai fait pour que je corrige, je crois, tous les supports. Et justement, j'ai quand même un doute. Comment je fais pour savoir si j'ai justement des îlots ou pas sur le modèle? Vous avez dans le logiciel ici, dans la section des supports manuels, un détecteur d'îlots, d'island, de minima, voilà, qui s'appelle Search ici, avec des paramètres d'accuracy. Vous avez dans la version gratuite 3 niveaux, et vous avez dans la version pro un mode Real, qui va, le mode donc réel, va lui analyser vraiment les couches comme le ferait l'imprimante. C'est-à-dire qu'il va faire une analyse par rapport à la résolution horizontale de votre imprimante, mais aussi par rapport au layer. C'est beaucoup plus précis, c'est plus long par contre, mais voilà, ça a détecté vraiment a priori tous les îlots. Là, je vais faire en mode donc détaillé, qui est le mode maximum normal, voilà, et je fais une recherche. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, parce que ça va vraiment analyser toutes les couches de votre modèle. Plus le modèle est gros et va être grand, forcément, plus ça va prendre du temps, donc voilà, soyez pas impatients. Voilà, ici, et résultat maintenant final, il m'a trouvé un îlot, voilà, ici, je peux même cliquer sur Show, vous avez vu, il me place comme ça le modèle, et ici j'ai un îlot, vous voyez, en fait il est très léger, il est très court. Je vais vous dire une chose, regardez, j'affiche ici donc mon modèle, ma barre de clipping, alors remarquez par rapport à tout à l'heure, c'est plus flou.
Tout à l'heure, c'était plus pixelisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les previews ici, quand j'ai fait mon exportation, j'ai choisi l'anti-aliasing. Donc là, je le remets à none, aucun anti-aliasing. Hop là, là-dessus. Oups, excusez-moi. Je reviens là. Et donc, je vais pouvoir regarder vraiment ce qu'affiche, voilà, mon îlot. Et vous voyez qu'ici, quand j'avance couche par couche, en fait, j'ai un îlot sur une couche. Voilà, je suis à 50 microns ici, là-dessus. Donc, je peux rajouter un support. Je ne vous cache pas que quand vous avez un petit îlot comme ça, quand il n'est pas trop grand, bien sûr, on peut le laisser sans support parce qu'à la couche suivante, il va s'accrocher au modèle de façon relativement large. Donc, ça va, on va dire, le débloquer et ça va donc fusionner et donc, voilà, le décoller de la couche du faible. Donc, vous inquiétez pas quand c'est vraiment sur une couche. Quand il y a une couche ou deux petits, on peut se permettre d'éviter des supports. Vraiment, vous avez un doute, vous voulez fiabiliser les choses, et ben vous rajoutez ici un support. Voilà, au moins vous êtes sûr que votre petit îlot est supporté. Donc ça, c'était un petit point ici à voir sur l'Island Detector. On va y revenir encore par la suite. Ce que je voulais vous dire, donc pour revenir à ces problèmes d'imprimer à même le plateau aussi, c'est que là, par contre, j'ai un modèle qui est quand même beaucoup plus gros, plus grand, et qui est entièrement plein. Donc je vais avoir une consommation de résine assez importante. On peut dans l'Itchy Slicer rajouter une fonction qui s'appelle du hollowing. Alors là j'ai quelques fonctions en plus dans la version Pro, mais là en gros il est sur off. Je vais l'activer sur on. Et là je vais pouvoir choisir l'épaisseur de mes murs. Alors l'épaisseur ici, il faut savoir c'est qu'elle est quasiment du double en réalité. En fait les calculs sont un peu compliqués, mais bref. Donc là en gros vous voyez je suis sur du médium. Mon support ici fait, vous voyez, au niveau donc, du diamètre fait 1,6 mm. Donc là, à peu de choses près, vous voyez l'épaisseur la même. Donc en gros, j'ai 1,6 mm, un petit peu plus, un petit peu moins à certains endroits. Donc, vous voyez, 1,1, on peut augmenter un petit peu. Alors, au niveau de cette épaisseur, c'est pareil. Ne soyez pas radin encore. J'insiste beaucoup là-dessus, car si votre modèle est trop fin, le risque c'est que votre résine, lorsqu'elle est solidifiée par l'imprimante, eh ben, elle n'est pas solidifiée, on va dire, à 100%. C'est pour ça qu'on fait un bain d'UV par la suite pour vraiment finaliser la solidification, la photopolymérisation de votre impression. Donc si votre couche est trop fine parce que vous l'économisez en mettant finalement juste le strict minimum, eh ben, vous allez avoir en fait peut-être des déformations. Et des fois, ça peut avoir du craquement, simplement votre résine peut craquer, notamment avec l'IPA par la suite. Donc attention à ça. Mieux vaut mettre un peu trop épais que pas assez épais. Et à l'intérieur, vous avez ces petits croisillons que l'on voit ici en prévisualisation. Voilà là-dessus. Au fur et à mesure, ça sert, c'est un peu comme du remplissage en impression filament, qui permettent en fait de solidifier votre modèle et le garder vraiment bien en position. Ça peut éviter des supports à l'intérieur. Et si à certains endroits, je crois que j'en ai pas sur ce modèle-là, je vais aller jusqu'en haut. Mais voilà, des fois on peut avoir des petits surplombs, des îlots qui apparaissent à l'intérieur à cause de l'épaisseur. Ça permet vraiment de solidifier comme ça l'ensemble. Et vous avez ici au niveau de l'infill, la densité de remplissage peut avoir, la valeur par défaut peut largement suffire donc là-dessus. Donc ça voilà. Alors c'est les joies du montage, je me permets de rajouter quelque chose de plus donc sur cet évidage, car au moment où j'enregistrais cette vidéo, j'étais sur la 3.1.7 et comme je le disais à l'introduction, la version elle est forcément changée vu que on met souvent à jour le logiciel et donc c'est le cas. Je suis actuellement sur la 3.1.9 public bêta avec un changement justement qui affecte l'évidage donc du modèle 3D. Alors par rapport à l'évidage, cette hollowing, ce que je n'ai pas précisé par contre dans la vidéo donc originale, c'est que c'est une opération qui est en 2D. En fait, l'évidage sera fait qu'au moment de l'exportation du slice. Cet évidage n'est pas exportable en 3D, en tant qu'objet 3D à la fin. C'est vraiment propre à l'Itchy Slicer. Et donc, dans la version 3.1.9 a été donc rajouté l'évidage en 3D. Et là, c'est vraiment la différence. C'est qu'on va être capable de générer un vrai évidage en creusant l'objet 3D, donc qui sera exportable aussi par la suite. Et ça, l'avantage, c'est qu'on pourra, par exemple, au lieu d'avoir dedans, en fait, c'est l'un ou c'est l'autre, au lieu d'avoir donc ce petit maillage à l'intérieur automatique, et bien là on pourra mettre soi-même ses propres supports. Donc le processus est très très simple. On va pouvoir simplement choisir ici pareil l'épaisseur, une précision c'est un petit peu la qualité, et vous remarquez en dessous il y a ce qu'on appelle des bloqueurs et des zones qui vont être rajoutés plus tard. En fait simplement des endroits pour dire là je voudrais ici spécialement de l'évidage ou là pas du tout. Donc voilà, ce sera un petit peu par la suite. Donc vous voyez ma vidéo sera encore obsolète dans pas très très longtemps. Et là je fais ajouter ou mettre à jour. On a le calcul qui va se faire. Et voilà, maintenant mon modèle est réellement évidé. Et ça change pas mal de choses, car personnellement, j'ai tendance à évider moi-même mes modèles, notamment dans ZBrush, parce que j'aime bien contrôler justement les points, éviter les surplombs, les islands et tout ce qui va à côté. Là, je peux le faire dans l'Itchy Slicer, et le gros intérêt, c'est que je me rends compte que finalement l'épaisseur n'est pas assez épaisse. Je vais pouvoir la modifier un petit peu, je fais update, et là, je vais avoir une nouvelle épaisseur qui va être calculée.
Le truc qui est super important, qu'on voit ici, c'est que on ne touche pas au modèle original. C'est ça vraiment la grande force de Litchi Slicer, c'est qu'on essaye d'être le moins destructif possible par rapport aux opérations. Et un dernier petit point, il faudra juste prendre en compte que les trous, par contre, que l'on va rajouter pour éviter les modèles, eux restent vraiment vont s'ajouter au moment du slice dans cette version actuelle. Ce ne sera pas un vrai trou géométrique qui ne sera pas exportable. Allez, on va continuer la vidéo. Alors, l'autre problème au niveau, et donc vient maintenant le troisième problème d'imprimer à même la plateforme ici, c'est que quand vous faites de l'évidage au niveau du modèle, je vous rappelle que votre imprimante imprime de bas en haut. Je reviens dans le simulateur à cet endroit-là. Donc je suis ici. Donc quand l'imprimante va donc monter ici, on a ces couches qui apparaissent. Et là, vous voyez qu'on a l'évidage qui apparaît là. Mais à chaque couche, ça va monter, ça va descendre. Et on va voir ce qu'on appelle un effet ventouse. Et oui, vous imaginez que là, au lieu d'avoir votre modèle 3D, vous avez un verre mis à l'envers. Votre plateau, on va dire, c'est de l'eau avec de la résine dedans. Bah oui, c'est le cas, mais vous imaginez, c'est comme un verre, on met dans une bassine avec de l'eau. Quand on appuie comme ça vers le bas, mettant le verre vers le bas, verre à fleur de l'eau, et on enfonce, l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ou si vraiment je mets de l'eau dedans, je remonte, tant que je n'ai pas déplacé la limite de l'eau, l'eau reste dessus. Et si j'appuie sur le fond, j'appuie fort, quelque chose qui est un petit peu flexible, et ben ça va éventuellement s'accrocher, faire un effet ventouse. Voilà, donc ça c'est une problématique liée, on va dire, à au fluide, on va dire, donc la physique des fluides. Donc cet effet ventouse. Cet effet ventouse, on va dire, c'est pas grave. Bah en fait, si, c'est très très grave. Surtout si votre modèle est très très grand. Et vous avez, comme dans le cas présent de mon modèle ici, en fait, tout au bout, jusqu'en haut, jusqu'à fermer ici, c'est comme si j'avais un grand verre à l'envers. Ça va me faire un effet ventouse en permanence. Et donc à chaque fois que ça va monter, ça va descendre, ça va garder de l'air dedans ou de la résine, ça va bloquer, ça va aspirer. Et donc ça va appliquer des forces sur le modèle qui peuvent, dans certains cas, lorsqu'on a des supports peut-être un peu trop fins, des vitesses trop rapides ou quoi que ce soit, faire casser le modèle, avoir des bulles qui apparaissent, avoir des déformations. Et ça, je l'ai vécu, moi, assez longtemps au début de la pression résine. Et je me suis fait avoir comme un bleu. Voilà. Donc il faut rajouter des trous au modèle pour que l'air ou la résine puisse circuler, ne pas avoir de pression par rapport à ça. Donc voilà, je suis désolé, l'effet ventouse, c'est pas marrant du tout, mais c'est un gros problème et c'est une erreur vraiment de débutant au niveau des modèles 3D. Alors, pour faire ça, il faut créer des trous, tout simplement, pour laisser circuler comme ça l'air. Donc je reviens dans l'onglet Layout, ici. Et là, ce qu'il faudrait, c'est déjà, support, ici en dessous. Et vous avez ici, donc au niveau d'ailleurs au passage donc, de l'évidage, ajouter un trou. D'ailleurs, vous avez ici les paramètres à cet endroit-là, c'est pareil. Je peux cliquer en dessous et rajouter comme ça un trou ou différents trous pour laisser circuler la résine. Il y a des paramètres, on peut très bien augmenter le paramètre de mes trous. Voilà, plus important, la pénétration, c'est la hauteur de pénétration au niveau du modèle. Et donc, si maintenant je regarde ce clipping là ici, vous voyez bien qu'en bas, j'ai du noir pour dire à cet endroit-là, je vais avoir des trous pour laisser circuler les choses. Vous dire, génial, j'ai mes trous. Eh ben non. Je reviens dans Preview ici. Voilà. Je suis à l'envers là. Dire, bah oui, mes trous, ils apparaissent. Bah non, ils apparaissent pas, mes trous. Pourquoi? Parce que mon impression ici est à même le plateau de mon objet. Donc mes trous, ils sont existants, mais le plateau, c'est imprimé dessus. Donc rien ne peut passer au niveau du modèle. Il va donc falloir revenir dans les supports ici, pas faire ces trous à cet endroit-là. Donc là, je vais les effacer. Voilà, j'ai cliqué sur supprime à chaque fois. Mais par exemple, en faire un sur le côté ici. Vous voyez, par exemple, comme ça, à cet endroit-là. Et là, maintenant, si je regarde mon clipping, j'ai bien un trou qui apparaît sur le côté et qui va, hop, ici se connecter. Et donc, à tout moment, je peux avoir de l'air qui peut rentrer ou la résine rentrer ici sur le côté. Donc, c'est pour ça, faites très attention à si vous rajoutez des trous, il en faut, de toute façon, pour aider votre modèle, être sûr que l'air et la résine peuvent vraiment circuler, pas être sur le plateau. Le problème, c'est que sur mon modèle ici, ça me fait un trou visible vraiment à l'arrière. Je préférerais plutôt avoir un trou en dessous. Donc, je vais enlever mon trou ici. Pour corriger ce problème, alors je vais quand même enlever le support ici, on imagine qu'il n'y a pas besoin de support. Hein. Voilà. Je vais faire ce qu'on appelle un lift. Ici, je vais surélever mon modèle de 5 mm. Donc comme ça, il n'est plus posé sur le plateau, il va être en superposition, et je vais pouvoir mettre mes trous en dessous. Voilà, je vais faire 1, 2, 3, 4 trous, voilà. Sauf que mon modèle, bien sûr, il est dans le vide au début, et hop, il pousse d'un coup. Et donc forcément, il faut l'accrocher au plateau. Je veux dire, pas de problème, je vais mettre des supports comme ça sur mon modèle. Donc je vais en dessous, je vais passer, donc retourne dans la section support, je peux cliquer sur générer mes supports automatiques, j'attends un petit peu,
Voilà, il m'a créé donc tous ces supports avec les statistiques comme d'habitude. Alors j'ai tout affiché, vous voyez. Vous avez vu ici, j'ai beaucoup plus de supports qu'on pourrait l'imaginer. Tous ceux sur la base à cet endroit-là, il m'en met aussi au niveau des petits trous, bon ça ils sont un peu inutiles. Et tout cela en fait ce que vous voyez, mis à part celui on va dire d'Island, les autres sont juste là pour soutenir le modèle en place pendant l'impression. C'est pas négligeable, ne l'oubliez pas. Mais bref, j'ai mes supports ici, vous allez dire, bah ouais c'est génial, nickel, maintenant je peux lancer l'impression. Quitte à enlever quelques supports supérieurs, bah tiens, ceux-là, je voudrais les enlever, j'ai fait un rectangle de sélection, je fais supprime, je garde que ceux-là, voire même aller jusque là, hop, supprime, et je garde que la base. Donc n'hésitez pas à supprimer vos supports ou en rajouter, c'est pas parce qu'ils sont faits automatiquement qu'on peut pas modifier tout ça, hein, n'oubliez pas ça. Voilà. Vous allez dire, c'est génial. Eh bien, je vais vous dire non, c'est pas génial, car j'ai passé en mode orthogonal. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous en parlais ici, orthographique. Je mets vraiment en vue de face, voilà. Et donc là, je vais avoir mon impression de mes supports qui apparaissent ici, et tout d'un coup, j'appuie sur flèche vers le haut. Hop là, donc là j'ai mes trous qui commencent à se préparer. Et là, il m'a pris tout d'un coup une grande couche. Bing, d'un coup. Et cette couche-là est soutenue par pas mal de supports. Le problème d'imprimer en parallèle du plateau, et ça c'est une erreur que je vois mais très souvent, c'est que vous allez devoir décoller une très grande couche d'un coup, avec quelques supports ici et là. Et en plus, des fois, je vois des gens qui font ça et qui n'ont que très peu de supports. Donc il va falloir décoller d'un coup une très grande surface, et des fois, il y a des modèles qui sont très grands, avec donc les supports comme ça ici, le risque c'est que c'est du mal à décoller et que vos supports simplement ne tiennent pas. Alors si en plus vos pointes de support sont trop petites, il y a des chances pour que ça casse. Donc très souvent, on va trouver avec des impressions où on a tous ces petites pointes qui ont bien poussé, et l'utilisateur va dire j'ai une galette, mon modèle est resté au fond du bac d'imprimante. Pourquoi? Parce que quand il a voulu faire cette couche-là, il n'a pas eu assez de force pour décoller le modèle 3D, et donc forcément ça s'est arraché, c'est resté accroché au fond par rapport au plateau, donc ça a cassé. Donc vraiment faites attention à ça, on évite au maximum d'imprimer à même le plateau de 1 quand on peut pas faire autrement, quand on peut faire autrement, pardon. Alors si vous faites des miniatures avec des socles très basiques, très simples, on en voit beaucoup à l'heure actuelle, on peut se permettre parce qu'ils sont pas évidés et tout. Mais dès qu'on commence à faire du gros, et dès qu'on commence à faire du modèle qui est évidé, évitez d'imprimer à même le plateau le maximum possible. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais effacer donc tous mes supports ici. Voilà. Et au niveau de ce modèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il va falloir faire ce petit lift pour le surélever, et on va devoir, dans les paramètres de layout ici, prendre la rotation et l'incliner par exemple légèrement sur l'arrière, voilà là-dessus, et l'incliner légèrement sur le côté. Je vais le faire comme ça ici, d'accord? Pourquoi j'incline donc sur le côté? De 1, ça permet, en fait, quand vous allez imprimer vos couches au fur et à mesure, vous voyez, on a un petit bout qui apparaît. Donc on va pouvoir mettre les supports automatiques ou manuellement là-dessus. Donc ça paraît bien au fur et à mesure. Et vous voyez, cette couche va grandir progressivement et pas d'un coup, tout simplement. Donc là, c'est un truc qui est super important. Donc je laisse mon doigt appuyé sur la flèche au haut à l'heure actuelle. Voilà. Et donc là, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus progressif. Le petit problème, c'est qu'en donnant de l'angle, mon modèle qui n'avait pas besoin de support, aura besoin de plus de support à l'arrière. Donc c'est toujours un peu cette technique qui est un peu compliquée à comprendre, c'est dans quel cas j'ai besoin de tourner mon modèle ou pas. Et c'est pareil au niveau de cet évidage, vous voyez ici, je commence à être évidé, mon trou n'apparaît qu'à cet endroit-là. C'est-à-dire que avant d'arriver à ce niveau-là ici, donc à cette couche numéro 240, j'ai un effet ventouse. Donc il va falloir, au niveau de ces petits trous, voilà ici, le déplacer et le mettre le plus possible proche de l'endroit de départ du modèle. Alors, un petit effet ventouse comme ça, c'est pas très grave, mais il faut éviter qu'il soit trop grand. Voilà. J'arrive là-dessus, et là, vous allez pouvoir faire vos supports automatiques. Et là, je vais choisir, hop, mes supports. J'efface les supports actuels. Et voilà. Donc là, maintenant, mon modèle, a priori, est prêt pour l'impression. Alors, moi, je sais que ces petits supports comme ça ici qui sont assez longs, j'ai tendance à les enlever. Surtout, vous voyez, celui-là, pour moi, il n'est pas trop utile. Hop là, voilà, je vais garder cela là-dessus. Et a priori, c'est tout bon. Alors, peut-être que celui-là, je peux l'enlever aussi. Voilà, à mon avis, ceux-là sont un peu inutiles. C'est du maintien. Mais le maintien, finalement, est assez important sur l'arrière. Donc je vais faire garder la partie visible du modèle le plus propre possible. Donc voilà un petit peu pour ces paramètres d'orientation, d'évidage du modèle, et bien sûr prendre en compte cet effet de ventouse. C'est pas très marrant, mais il faut vraiment le prendre en compte. Alors je vais charger un autre modèle ici, enfin le même modèle mais une scène qui est déjà toute faite. Voilà, alors là on a la scène ici présente
qui est complète, où là tous les supports ont été faits à la main. Je fais toujours mes supports à la main en ce qui concerne, donc je vais en parler vraiment par la suite des supports manuels. Ce qui est le plus important, c'est un peu plus compliqué à apprendre, mais c'est tellement mieux, tellement plus puissant, tellement de contrôle dessus. Donc vous voyez ici, j'ai fait une scène avec tous mes éléments que j'ai séparés. Et là par contre, je n'ai pas d'évidage automatique. J'ai fait un évidage, vous voyez ici, qui est géométrique, c'est-à-dire à la main. Moi, dans mon logiciel de 3D, de ZBrush en l'occurrence, j'ai fait les découpes du modèle et j'ai donc fait cet évidage en dessous. Et donc, vous voyez, comme ça, j'économise de la résine et surtout, j'ai le contrôle sur l'évidage que je vais faire et pas un système automatique. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que sur ce modèle-là, voilà, il était évidé à la main, j'ai plus de contrôle parce que je le sais le faire. Et vous voyez que j'ai pu donc organiser mon plateau. Donc, dans la section Layout, je reviens toujours en mode orthogonal comme ça ici pour moi. Hop là, en vue de dessus. Là-dessus. Donc voilà, on a vraiment le plateau ici, on va pouvoir organiser au maximum donc la position de vos modèles pour que ça prenne bien sûr le moins de temps. L'avantage des imprimantes MSLA, donc les plus classiques à l'heure actuelle, c'est que vous imprimiez un plateau complet ou juste un seul modèle, le temps d'impression va rester le même. Donc essayez de le remplir, mais toutefois quand vous êtes débutant, ça c'est un conseil vraiment que je vous donne, essayez de vraiment vous commencer, ne chargez pas le plateau au maximum, car si vous vous ratez sur une impression, c'est tout un plateau que vous ratez. Donc mieux vaut faire une impression une fois, même si ça prend un peu plus de temps, mais qu'en rater une seule que d'en rater plein. Voilà. Et quand vous commencez à avoir les bons paramètres de résine, vous maîtrisez, là vous commencez à charger le plateau. Donc là où mon plateau est chargé, je sais ce que je fais, je ne suis pas du tout un débutant, mais ça m'arrive des fois de rater carrément une impression, modèle, et je me suis foiré dessus, et ben voilà, ça pose problème, on arrête l'imprimante et finalement on perd de la résine et on perd du temps. Donc voilà, ça, gardez ça vraiment en tête. Alors, n'hésitez pas à rapprocher les modèles. C'est pas grave si par exemple vos supports, vous voyez, je déplace ici. Alors, attention à ce que quand vous déplacez, voilà, vos supports peuvent très bien s'entrecroiser avec d'autres modèles. C'est pas du tout un souci. Au moment du slicing, il va faire une fusion de l'ensemble. Par contre, attention à ce que votre modèle, lui, n'intercroise pas d'autres supports quand vous déplacez. Il n'y a pas de détection là-dessus, donc c'est pas une erreur utilisateur. C'est pareil si vous organisez votre plateau et que votre modèle, voilà, vous voyez ici, on voit bien qu'il sort légèrement, et ben au moment de l'impression, je vais avoir une tranche qui va être coupée. Donc ça, c'est pas bon du tout. Par contre, des pointes, vous voyez ici, donc là je l'ai bougé légèrement en vue de dessus, vous voyez, je suis vraiment juste à la limite. Là par contre, ces bases de support qui dépassent, c'est coupé, c'est pas très grave. Vous voyez ici, je déplace celui-là. Là, cette partie en rouge va sortir, c'est pas important du tout. Par contre, attention à pas faire ça. Mon modèle est bien dessus, par contre, ma tige ici sort à moitié du modèle, ou des fois elle peut sortir complètement, enfin du modèle du volume d'impression. Là, votre tige sera tellement fine qu'elle ne va pas tenir et ça peut poser des problèmes d'impression. Donc attention vraiment à ça au niveau de l'organisation. Alors vous remarquez que mes supports ici en bas, j'ai une espèce de petit cône, ça c'est une fonction dans les supports ici, qui sont plutôt pour la version pro de Litchi Slicer. C'est au niveau des bases ici, on a ce qu'on appelle le join cone, on va faire une espèce de cône progressif. Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment pour la version pro pour l'instant. Bref, je reviens au global. Donc voici un petit peu pour cette petite scène, je dirais, donc, de cette victoire de Somatras, qui est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai imprimé. N'hésitez pas aussi, quand vous avez les compétences, c'est pas le cas forcément de tout le monde, de découper votre modèle. Ça permet en fait d'imprimer plus grand avec une imprimante plus petite. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. J'aime bien imprimer en grand. On peut avoir des modèles donc assez grands pour finalement une petite imprimante. Donc voilà pour ces éléments fondamentaux. Maintenant, on va attaquer des choses un peu plus techniques et pointues avec voilà, du support manuel. En fait, avant d'attaquer l'autre projet, je voudrais quand même montrer un autre exemple de ces évidages et tout. Donc là, je fais un déplacement et il me dit, attention, j'ai trouvé une sauvegarde automatique plus récente que le fichier que tu viens de vouloir, enfin tu veux ouvrir. Il faut savoir que Litchi Slicer, dès qu'on commence à enregistrer, on fait un fichier enregistré sous de votre scène, votre projet, Litchi Slicer va lancer la sauvegarde automatique. Il va créer un sous-dossier dans l'endroit où se trouve votre sauvegarde et régulièrement, il va faire une sauvegarde incrémentée de votre travail. Donc ça permet comme ça, effectivement, en cas de pépin, X ou Y, de revenir et de récupérer vos sauvegardes qui sont faites au format lit, donc c'est des sauvegardes qui sont très légères. Donc là il me demande est-ce que je veux charger le fichier que je viens donc d'ouvrir moi-même ou charger la dernière sauvegarde qui a priori est plus récente. Donc là en fait moi j'ai juste prendre mon fichier que je viens de charger à la main, je ne prends pas la sauvegarde la plus récente. Voilà. Donc là, c'est une scène, en fait, un buste que vous trouvez d'ailleurs sur mon profil My Mini Factory. J'ai mis le lien en description. Le modèle est gratuit comme ça en téléchargement. Voilà, donc ça, c'est un modèle qu'on pourrait imprimer pareil directement sur le plateau. Mais si on regarde dans les paramètres donc, de support ici, voilà, c'est évidé.
mais la même problématique qu'on a au préalable, c'est que c'est vidé, mais à même le plateau, il n'y a nulle part un endroit pour que la résine puisse circuler. Donc c'est-à-dire qu'il faut rajouter soit un trou au niveau du dos, ce qui n'est pas très joli, ou alors il va falloir changer l'orientation et donc faire des supports. Pourquoi je parle de support? Parce que ce modèle pour l'impression FDM, il marche très très bien parce qu'il y a besoin de zéro support. Quand je modélise, je sculpte, j'essaye au maximum de minimiser donc les surplombs et donc les îlots, les islands, pour éviter ça. Donc en gros, j'ai pas besoin du tout d'island pour ce modèle-là. Sauf que à cause de l'évidage, j'ai pas le choix. Alors on peut l'imprimer en plein si on veut. Donc voilà le modèle, cette fois-ci avec donc les différents supports pour être sûr que ça pousse de façon progressive. L'autre raison pour laquelle je n'imprime pas sur le plateau, c'est que je veux que ma base soit vraiment propre et pas abîmée à cause de la spatule que j'ai voulu mettre en dessous ou je dirais à cause des couches surexposées. Donc voilà, c'est des petits points qui sont voilà, un autre exemple concret de pourquoi on n'imprime pas directement même le plateau. Alors bien sûr, ça me fait des supports en plus, des pointes en plus, mais quoi qu'il se passe, j'ai besoin de pointes, de support, pardon, de façon à stabiliser mon modèle dans l'espace par rapport donc à mon impression. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Alors maintenant, je vais passer donc à un projet. On va parler vraiment maintenant de support manuel. Et je charge ce fichier. Alors c'est une miniature, c'est un petit gobelin que j'ai sculpté dans ZBrush. Donc il fait 28 mm de long. Alors c'est un grand gobelin parce que les gobelins sont plus petits par défaut. Donc on est vraiment sur la petite figurine. On en voit de plus en plus de ces figurines là. Je vais essayer de sortir un moment comme la vidéo parce que j'ai tout enregistré en vidéo sur ZBrush, mais il faudra que je trouve le temps. Voilà, donc ça c'est un modèle, il va falloir donc le supporter. Vous remarquez qu'il est déjà incliné. En fait, je l'ai déjà incliné avant et il est déjà surélevé par rapport au plateau. Donc ça, c'est le premier réflexe que j'ai, c'est que je vais changer l'inclinaison. L'autre raison, c'est que mon modèle, en plus, vous voyez, il est penché vers l'avant quand il court. Et quand je vais vouloir l'imprimer, si je l'imprime vraiment posé à plat, le risque, c'est que j'ai plein de zones qui vont être très proches de l'horizontalité et donc avoir besoin de beaucoup de supports inutiles. Donc là, je m'arrange de façon à ce que mon orientation fasse que quand je vais donc déplacer mon modèle ici, que ça pousse de façon le plus progressive possible. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Avant de faire des supports, j'essaie d'analyser pour voir est-ce que ça a poussé de façon progressive et minimiser les besoins de support. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais au final c'est quand même pas si long que ça quand on compare au temps d'impression. Voilà. La première étape maintenant va être de choisir, on va dire, les supports, les minima. Ce qui est le truc le plus important, c'est que je dois bien soutenir. Alors ce que je fais souvent, moi, je perds un petit peu de temps, c'est que j'essaie de regarder un petit peu à la louche pour me dire, tiens, là je sais qu'il va pousser ici, j'ai au moins besoin d'un support. Attention, avant de créer mon support, il faut que je vois quelle est la taille de mon support. Donc je vais faire du médium pour commencer, qui sont finalement des supports qui, du fait que je vais créer des supports pour ces minima, ces îlots, ces islands, en fait c'est là ça a besoin de pousser, donc il faut qu'ils ne soient pas non plus trop petits. Alors, je sais que j'en ai un point de départ comme ça ici, donc voilà, ici, au moins je sais que mon impression va commencer. Mais si je regarde bien, je vais en avoir d'autres au niveau, vous voyez ici, du pantalon. Alors là, je peux mettre des gros supports, on va dire. Vous voyez, la pointe est quand même assez costaud, 0,5. Par rapport à une miniature de 28 mm, c'est vraiment du gros support. On pourra changer ça par la suite, d'accord. J'en ai au niveau des doigts ici. Alors là, par contre, les doigts, je mets des gros supports, je vais perdre vraiment du détail. Donc ça, c'est des choses, il va falloir voir ça autrement par la suite, ok. On a le bouclier ici. Voilà, et on a des choses par exemple comme ici, vous voyez, hop, le coude, la base ici, et vous voyez que l'Itchy Slicer essaie vraiment de passer à côté, de ne pas démarrer au niveau donc de la base et donc limiter les besoins de ponçage par la suite. Donc on essaye de voir comme ça ici un petit peu, je vois que le menton aussi en a besoin, voilà là-dessus. Donc je peux comme ça commencer à créer, on va dire, des supports qui sont vraiment essentiels. Mais je peux vite en rater. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais utiliser donc mon Island Detector. Alors là, je vais prendre la version Pro en mode Real maximum et je vais lancer donc le calcul donc des supports. Je vais chercher ces supports, enfin ces îlots. Voilà. Et donc tout ce qui m'a trouvé. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Certains sont petits, insignifiants, d'autres sont beaucoup plus importants. Donc par exemple, si je vais voir celui-là ici, vous voyez, on a effectivement un îlot qui va commencer. Alors là, par contre, je commence à être proche de l'objet et c'est des îlots, des fois, mieux vaut finalement avoir des supports un peu plus petits, mais plus nombreux, que d'avoir un gros support, mais tout seul pour tout soutenir. Donc là, je vais passer maintenant en mode light. Et vous remarquez, j'ai désélectionné pour être sûr que ça n'affecte pas le support en cours. Et je vais pouvoir me rapprocher, dire, tiens, je voudrais un support là, et finalement mettre un deuxième à côté. Donc comme ça, j'ai deux supports pour m'aider à soutenir cet élément-là. Et ne pas hésiter à prendre votre ligne de clipping ici pour voir. Vous voyez, je me rapproche. Alors, ce que je fais, c'est qu'en général, j'enlève toujours l'anti-aliasing dans les effets ici pour vraiment voir les pixels purs et durs de mon modèle 3D.
Donc voilà, comme ça, j'ai pas trop de surprises. Hop là, et comme ça, je peux voir que mon support, vous voyez ici, donc vous voyez, se connecte bien au modèle, et à partir d'ici, va commencer à s'accrocher au reste, donc ça va redonner de la force. Mais vous voyez, le côté ici, lui, reste tout seul un peu dans le vide, pendant finalement relativement longtemps. Vous voyez, là, il va commencer à se connecter un peu sur l'arrière, mais jusque-là, toute cette partie-là peut-être manquer un petit peu de soutien. Donc il ne faut pas hésiter, des fois, quand on fait du support aussi, donc à rajouter, comme ça ici, un autre support qui va venir aider à stabiliser cette pièce-là pour être sûr qu'elle ne bougera pas pendant le peeling. Donc ça, voilà, c'est vraiment un truc qui est super important. Vous allez me dire, ouais Thomas, c'est bien, mais là ici, j'ai quand même 3 gros supports pour un tout petit modèle. C'est peut-être un petit peu galère. Et bien en fait, il y a moyen de créer ce qu'on appelle des mini-supports. Je vais garder juste ce support ici central. Je vais enlever celui-là. Donc forcément, il me dit, bah, il y avait un îlot, tu me l'as enlevé, donc voilà, je te le raffiche dessus. On peut créer donc des mini-supports. Et là, il y a des raccourcis clavier pour connecter un mini-support à un autre support ici. Alors, je vais vous montrer autrement. Là, je peux très bien appuyer sur la touche Alt. Retenez bien ce raccourci, il est très important, la touche Alt. Je clique ici, et là, je peux connecter automatiquement ce support-là à un autre support à côté. On a fait ce qu'on appelle du parentage manuel. J'ai fait donc cette connexion entre ce support-là et celui-là. Donc il ne va pas jusqu'en bas, mais il va se rajouter à la tige ici. Donc là, c'est une première solution. Ou alors, mais là, c'est pareil, c'est peut-être un gros support finalement, avec un gros bloc et tout ici. Je peux l'enlever. Et donc faire ce qu'on appelle ces mini-supports en faisant un parentage automatique. Au lieu d'appuyer sur Alt, j'appuie sur CTRL et Alt en même temps. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le point de départ. Et vous voyez ici, j'ai une petite pointe ici qui apparaît. Voilà, un support entre les deux, ici et là. Et je vais pouvoir faire pareil à cet endroit-là et créer directement un mini support. Donc là, j'ai créé ce qu'on appelle une espèce de branchage avec un support principal sur lequel je vais pouvoir connecter des mini supports. Donc ça fait déjà un peu moins de résine. Là, j'ai fait le radin volontairement. Mais surtout, c'est quand même plus simple et c'est un peu moins agressif par rapport au modèle. Et vous voyez, si je descends ici, j'ai bien mes petites pointes qui apparaissent là. Voilà, ici, au niveau du support. Je peux toujours sélectionner, par exemple, ce mini support ici. Vous voyez, c'est marqué mini support. Il est activé. Et dire, bah tiens, celui-là, la pointe, plutôt celui-là ici, un peu plus petite, et ben, je peux la baisser légèrement. Et donc, vous voyez, il m'a fait un mini support plus petit. Attention à ça, on est sur 0,2 mm. C'est vraiment très fin. Donc, n'allez quand même pas trop petit par rapport à ça. Voilà. Donc, la création des supports manuels, ça va être ça. Ça va être de trouver finalement quels sont vos supports principaux, de connecter donc tous ces îlots, donc soit des supports normaux, soit des mini-supports par rapport à la place et tout. Et ensuite, bien sûr, de faire quelques supports donc de soutien par rapport au surplomb. Je pense notamment à la base. Et après, des supports de maintien. Voilà. Alors, je vais regarder au niveau de la main, c'est le même principe. J'ai créé un support, vous voyez ici, pour le doigt à cet endroit-là. Et bien pour les doigts ici, je vais faire des mini-supports. J'appuie sur CTRL et ALT. Et comme ça, j'ai pu créer ces mini-supports. Attention toutefois, on a ce problème de... Voilà, excusez-moi, je descends ici. Donc deux mini-supports à cet endroit-là qui apparaissent, qui vont soutenir le modèle. Et vous voyez, alors j'ai oublié celui-là ici. Alors là, celui-là, il est un petit peu loin du reste. Alors je peux peut-être créer un support normal, voilà, à cet endroit-là. Ça ne pousse pas dans le vide. Mais vous voyez que sur le côté, ces petits supports vont soutenir pour l'instant ces doigts-là, qui vont se connecter ensemble qu'à ce niveau-là. Donc ça veut dire que j'ai peut-être manqué de force, tout simplement. Cette petite pointe n'est pas suffisante pour que ça ne casse pas au niveau du doigt. Donc je vais rajouter un mini-support comme ça là-dessus, un autre au niveau de la phalange, un autre, oups, excusez-moi, j'ai bougé mon modèle. Voilà, à cet endroit-là. Et celui-là, hop, ici. Donc vous voyez, je fais vraiment cette espèce de petit arbre là-dessus. Donc je peux très bien aussi, pourquoi pas, en faire un autre qui va se connecter à un support, vous voyez, un peu plus loin. Donc celui-là ici au niveau du pouce, pareil, hop, un petit support ici. Donc il faut vraiment penser, on va dire, géométrie. Alors là, c'est pas forcément le meilleur, parce qu'il est quand même très allongé ici, mais bref. N'oubliez pas que ces supports servent vraiment à différentes choses. Et il faut penser voilà, à ce peeling process, cette étape de vraiment décollement des couches qui va déformer votre modèle. Donc il faut vraiment que ça ne bouge pas, enfin le moins possible au niveau de vos modèles. Parce qu'on est vraiment tout petit à l'heure actuelle. On parle vraiment de surfaces qui vont être en dessous du millimètre. Donc c'est vraiment très important. Donc voilà, on va pouvoir comme ça continuer. Donc faire un autre support ici pour le bouclier. Et voilà, le soutenir comme ça à des distances un petit peu égales. Et ça ne vous empêche pas de faire des mini-supports entre cet élément-là et celui-là. Vous voyez, on peut vraiment connecter les éléments ensemble
pour donner plus de force au niveau du modèle. Donc ça, c'est un élément qui est super important. Donc vous voyez ici, on a cet élément-là ici. Hop. Vous voyez, il me propose des fois à certains endroits, on l'a vu très rapidement, vous voyez, un mini support entre les deux. Ou alors, si je bouge légèrement, un support classique qui va en bas. Sauf que cette fois-ci, il a du mal à trouver la distance, vous voyez ici, pour aller en bas. Donc, il me le fait quand même pousser au niveau du modèle. Je peux toujours prendre mon élément ici et vous voyez, le déplacer à la main. Vous pouvez à tout moment déplacer la base du support ou la pointe du support pour modifier, donc dans la version gratuite du logiciel. La version Pro, elle, propose des choses plus sympas. On a ce mode avancé ici, la barre d'espace et le raccourci clavier, où là je vais pouvoir dynamiquement déplacer ces éléments-là. Pourquoi pas changer, vous voyez, la taille de la pointe, du diamètre, ou pourquoi pas, vous voyez, ces différents éléments comme ça à la volée. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, ce modèle-là ici, je vais pouvoir prendre, donc tout en bas ici, j'ai cette petite base-là. Hop là, je peux la monter ici. Vous voyez, me décaler pour être sûr que je vais pouvoir éviter la base et arriver à cet endroit-là assez facilement. Donc c'est l'avantage de la version Pro, quand on fait des supports manuels, on a ces contrôles en plus pour être sûr qu'on va éviter le modèle. Moi je préfère largement avoir plus de supports qui part de plus bas et non pas du modèle pour arriver à mon résultat, car moi tout ce qui démarre d'un modèle, eh ben, c'est du ponçage en plus et donc de la perte de détails. Un autre exemple, je sais que j'en ai un sur l'arrière, ici, voilà. J'ai cet îlot qui se trouve ici. Et là, vous voyez, quand j'essaie de le mettre ici, eh ben, j'ai du rouge tout le temps. Il a du mal à le faire. Il faut que j'aille vraiment sur le côté ici pour qu'il me trouve, vous voyez, un chemin pour arriver jusqu'à la base. Sauf que moi, ben, ça me pose problème. Donc n'hésitez pas des fois à mettre un peu à côté et poussez-vous à la main, comme ça ici, pour trouver vraiment la bonne direction. J'ai un peu forcé les choses, mais ça va marcher. Ou alors, je peux très bien prendre ma base comme ça ici, vous voyez, me rapprocher à cet endroit-là, et là, je n'ai aucune intersection avec d'autres modèles. Par contre, les supports, je m'en fiche s'ils se croisent. Au contraire, à la limite, ça va donner plus de force. Et là, j'ai pu modifier comme ça donc mon modèle et rajouter, pourquoi pas, quelques petits supports donc manuels. Hop là, vous voyez, comme ça ici, pour donner plus de force à l'épaulette. Vous voyez, là, je peux très bien rajouter un support ici. J'appuie sur Alt et hop, je le connecte ici. Donc ça m'a donné plus de force à l'arrière, je peux le cacher comme ça du bouclier. Et barre d'espace pour moi que la version Pro, je peux, vous voyez, comme ça légèrement modifier les éléments de mon support pour donc avoir un meilleur contrôle. Donc je ne vais pas faire tout le modèle, mais c'est pour vraiment vous montrer que ces supports comme ça manuels sont très performants et on va pouvoir très rapidement donc générer comme ça des supports avec un contrôle total sur ce que vous allez faire et donc votre impression au final. Donc vous voyez, pour la suite, c'est le même principe, on va pouvoir sur la base rajouter quelques supports comme ça ici. Voilà. Alors en général, ce que je fais, c'est que je fais le tour du modèle, comme ça, avec une distance. Alors c'est par expérience, hein, je ne vous le cache pas qu'on arrive à comprendre un petit peu quelles sont les bonnes distances, sachant que plus le modèle va être grand, plus il va falloir densifier les supports, à cause, voilà, comme ça, donc de ce peeling. Et maintenant, je vais rajouter quelques supports, comme ça, vous voyez, entre les deux, un peu comme ça en zigzag, pour donner de la stabilisation. Cette base-là, c'est elle qui va soutenir, vous voyez, à partir des pieds ici, tout le modèle sur le dessus. Donc il ne faut pas qu'elle bouge pendant le process donc, de peeling. Et ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre quelques supports, par exemple celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et je vais les passer en heavy. Donc vous voyez, quelque chose de beaucoup plus costaud. Ils sont en dessous, ça se ponce, ça se coupe facilement, et ça se ponce facilement sans altérer, on va dire, la qualité du modèle. Donc comme ça, en mettant des supports beaucoup plus larges, je vais donc vraiment bloquer mon modèle au maximum. Donc n'hésitez pas des fois, à certains endroits, à créer ces supports beaucoup plus costauds, pas forcément arriver à 0,8 dans mon cas présent, hein. Peut-être que 0,6 peut être suffisant, mais des fois, un très très gros modèle, ça m'arrive des fois de faire des supports avec des pointes de 2 mm. Parce que j'ai un gros modèle et forcément je vais avoir un gros contrôle. Donc voilà, donc là-dessus, et une fois que j'ai terminé, je peux très bien dire, ah bah finalement, mes supports que j'ai désélectionnés, les gros ici, les heavy, je voudrais changer, peut-être que c'est un peu plus gros finalement. Alors je peux les sélectionner à la main, ou alors je peux aller dans la section support ici, vous avez la sélection et choisir tous les supports de type heavy. Et vous voyez, automatiquement, il m'a tout resélectionné. Et là, je vais pouvoir changer les paramètres, dire finalement, je voudrais des pointes type diamètre, voilà, beaucoup plus grosses, quasiment à 1,24. Alors là, c'est vraiment gigantesque, mais pour dire qu'on peut sélectionner comme ça rapidement. Ou alors, les supports, aller faire la sélection des médiums. Donc vous voyez ici, j'ai ces deux médiums ici. Ou alors les light,
qui sont ici, ou alors close to be light. Close, ça veut dire que c'était le light à l'origine, mais comme vous vous rappelez, j'ai modifié légèrement les paramètres. Et là j'ai comme ça tous mes lights qui sont sélectionnés, et je vais pouvoir changer des paramètres si je le veux à la volée. Donc ça, c'est super important de contrôler vos supports, si vous pouvez comme ça changer dynamiquement vos modèles. Donc ça, c'est un truc qui est super cool. Et je vais vous montrer donc maintenant un autre exemple qui est important pour ces paramètres-là, mais bref. C'est juste après, pour vous dire qu'une fois que vous avez créé comme ça vos supports, vous pouvez faire ce qu'on appelle du parenting. C'est ce qu'on a vu par les supports automatiques. Il va optimiser les supports pour essayer de les connecter comme ça ensemble et faire ensuite du brassing. Alors là, c'est un peu moins important là-dessus. Donc il va faire ces petits croisillons comme ça pour renforcer les supports si c'est nécessaire. Alors petit truc, des fois, vous voyez ce support-là ici, il est assez gros. En fait, Litchi Slicer va, lorsqu'il fait du parenting, éventuellement grossir les supports, donc ces tiges, du fait qu'il y a plus de support dessus pour donner plus de force, va lui donner plus de largeur pour avoir un tronc plus large tout simplement. On peut aussi appuyer sur la touche, donc Alt, vous voyez on a une prévisualisation donc, de ce qu'il va faire, et si je fais un double clic, il va me créer comme ça en fait ce qu'on appelle un support cathédral, comme les arches sur les côtés des cathédrales, nos églises, pour voilà, donner du renfort. Alors là c'est un heavy, c'est un peu costaud, je peux le passer en médium, voire en light, mais comme ça je vais avoir plus de stabilisation, la pointe va moins bouger au niveau du modèle. Donc voilà un peu pour ce processus des supports manuels, j'ai pas tout fait de A à Z, mais au moins ça vous montre l'essentiel des techniques par rapport à tout ça. Là dans les objets j'en ai un autre, en fait j'en ai la version finale que j'ai donc comme ça modifié, que j'ai créé à la main. Vous voyez j'ai quand même plus de support, c'est beaucoup plus dense pour une petite figurine, mais n'oubliez pas que votre figurine en gros elle va être grande comme ça, à peu de choses près par rapport à l'écran que vous avez ici. 28 mm c'est quand même vraiment petit au niveau du modèle. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est que maintenant je peux revenir dans Layout et dire finalement il est trop petit, je voudrais augmenter la taille, donc je vais faire une échelle, je vais passer à 150%. Parce que j'aime bien imprimer moi en plus grand au niveau du modèle. Et là, vous allez dire, catastrophe, t'as vu, les supports, il m'a gardé les pointes, mais il m'a un peu tout mis dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut aussi savoir par rapport à Litchi Slicer, c'est que c'est un logiciel qui garde les supports, on va dire, dans une sorte de base de données. Il garde les informations dynamiques. Ce n'est pas que des objets 3D inertes. Entre guillemets, il y a un peu d'intelligence, et justement, donc, il garde ces points de contact, ces différentes informations. Ce qui fait que là, vous voyez, ça passe au travers, les bases sont parties dans tous les sens, il a juste gardé les points de connectés. Et bien, j'ai moyen de faire un CTRL A ou de faire un rectangle de sélection. Et si je fais un clic droit, et là, je vais pouvoir recalculer les supports. Et là, automatiquement, il m'a recalculé les supports, et vous voyez que ce qui part au travers, en fait, ça repasse à côté. Alors, il y a quand même des fois où c'est pas forcément terrible. Vous voyez ici, j'ai une espèce de parentage qui va de part et d'autre. Parce qu'avant, ça marchait bien. Là, c'est un peu plus grand, ça marche moins bien. Donc, il faut quand même des fois faire un tout petit peu de modification. Donc, par rapport à certains parentages, ça peut vraiment arriver, je dirais, là-dessus. Donc, même si ça marche très très bien, il faut quand même surveiller un peu votre modèle et voir qu'il n'y a pas de problématique dessus. Donc, rien ne vous empêche de refaire le parentage si nécessaire. Je clique sur parentage. Vous voyez, il m'a enlevé des parentings comme ça là-dessus. Voilà, il se rend compte finalement, ça n'a plus trop besoin. Et là, je refais le brassing au niveau du modèle. Donc, vous voyez, en quelques clics, j'ai pu tout simplement changer l'échelle de mon modèle, rechanger donc le parentage en enlevant quelques supports et refaire donc le brassing. Attention toutefois, quand vous augmentez la taille de votre modèle, vous avez des plus grandes surfaces, le logiciel ne va pas forcément redensifier votre support. Donc n'hésitez pas à rajouter quand même quelques supports, vous voyez ici, pour donner de la résistance à votre peeling. Ça ne fait pas non plus des miracles. Vérifiez donc quand vous augmentez votre valeur d'échelle qu'il n'y aura pas forcément trop de soucis. Si vous augmentez de façon vraiment très importante, il y aura vraiment des limites. Il faudra quand même revérifier que voilà, il ne faut pas rajouter plus de support. Donc ça marche très bien, mais quand on fait une augmentation de taille dans on va dire une échelle raisonnable, par contre pour quelque chose de beaucoup plus grand, attention à ça. Le truc qui est super important, c'est quand on fait ces petits supports, ces petites pointes, et là c'est que pour la version pro, je précise, lorsqu'on est en train de comme ça visualiser le modèle, alors je vais renlever l'anti-aliasing, excusez-moi, hop, je le coupe, je reviens donc dans mes supports comme ça ici, donc là on a la prévisualisation des couches d'une façon, on va dire, un peu haute qualité. Et vous avez donc au niveau de la vue ici, vous avez le clipping view, vous avez la qualité HD, vous avez ce qu'on appelle le mode pixel perfect, qui n'est que la version pro, et le mode 3D. Le mode 3D, lui, faire un contour vraiment géométrique, sauf que on a tendance à voir un petit peu au travers, vous voyez les pointes de support et ce genre de choses. C'est pour ça que par défaut, on a, donc au niveau de la vue, on a ce mode HD. Mais vous avez le mode pixel perfect.
que j'active ici. Et là, vous allez me dire, la vache, c'est super pixelisé, c'est très très moche. Et bien en fait non, c'est vraiment volontaire. Les pixels que vous voyez ici, ce sont les pixels que vont afficher votre écran d'imprimante 3D. Donc vous êtes vraiment dans le mode, j'affiche, je suis en WYSIWYG, what you see is what you get, les pixels de l'imprimante. Et ce mode-là est très pratique car quand vous faites vos supports automatiques, des fois vous allez vous en rendre compte que vous allez peut-être créer genre des supports pour un petit surplomb qui va faire finalement que quelques petits pixels. Vous voyez, on voit vraiment les pixels. Donc vous voyez, là on a 3, 6, on a en gros une trentaine de pixels, même pas, une vingtaine de pixels pour ce petit surplomb. Donc si je regarde donc mes islands, donc par exemple, qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme island? Je vais faire un calcul de détection d'island, hein, ok. Voilà, il m'a trouvé un island qui n'est pas détecté. Alors je le cherche, je vais faire chaud là-dessus, il se trouve en dessous. Alors je n'hésite pas aussi dans mes supports à afficher que les points de contact. Alors il est bien caché, vous voyez, il est ici. Vous voyez, on a dans la barre de clipping, on le voit, il est à peu près à cet endroit-là. Donc je dois la voir, ah bah il est ici, voilà, là-dessus. Et donc, j'ai ce petit ici, donc island qui est là. Et bien si je regarde bien, vous voyez, il me détecte le petit island ici. Vous voyez, mais quand je regarde mes pixels, ben en fait, j'ai pas de pixels à cet endroit-là. Donc là, j'ai des supports, là, j'ai des supports. Et donc, au niveau de la géométrie, il le trouve, mais en fait, on n'a pas vraiment donc de pixels qui correspondent à cet endroit-là. Donc des fois, on a tendance à mettre des supports un peu partout. Alors, je vais l'effacer. Des supports un peu partout, se dire, ah ouais, mais là, j'ai besoin d'un support, voilà. Mais en fait, si on regarde au niveau des pixels affichés, je n'ai pas du tout. Voilà, justement, donc voilà, ces petits pixels qui apparaissent comme ça à cet endroit. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Ce mode pixel perfect, même s'il n'est pas joli, vous montre exactement ce que va imprimer votre imprimante et vous allez savoir s'il y a besoin de mettre des supports ou pas pour les supports manuels. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment super important. Donc voilà un petit peu pour les supports, je dirais, automatiques. Je vais vous montrer un autre exemple. Hop là, un glisser-déposer. Là, c'est un lit cette fois-ci. Donc c'est un fichier, je vais vous montrer en fait mon dossier ici, vous voyez. Donc il me propose un lit. Voilà, il me dit c'est un fichier lit ici. Il me dit j'ai une sauvegarde aussi automatique plus récente. Vous voyez, donc c'est mon architecture. J'ai tous mes fichiers STL que j'ai travaillé dessus, mes fichiers litchi qui sont des lits. Et vous voyez, mes fichiers lits font 683 kilooctets. C'est quasiment rien parce qu'il va me charger dans ce fichier-là notamment ce fichier STL et aussi deux pattes du modèle. Et là, vous voyez, j'ai ici donc mon fichier de sauvegarde automatique et dedans, j'ai donc toutes ces sauvegardes automatiques qui m'a créé automatiquement, ce que je parlais avant, donc c'est quand même très très pratique. Donc là je vais charger le fichier sélectionné, en fait là il me charge mes fichiers STL externes tout simplement, comme si je faisais une importation. Voilà, donc je me retrouve ici avec les deux pattes et tout. Dans les objets, j'ai juste caché les deux pattes du modèle. Je vais revenir ici, donc dans le layout, je vais le mettre là, parce que j'aime bien imprimer vraiment en grand. Même principe que j'ai montré juste avant, je fais une rotation. Vous voyez la rotation ? Donc voilà, garde bien le modèle en place. Par contre, si vous changez, faites une rotation sur le côté, par exemple ici, et là, par contre, vous voyez, ça rame un peu plus. Et là, si je fais quelque chose comme ça, là, alors là, les supports partent un peu dans tous les sens. D'accord ? C'est pas vraiment fait pour. Je peux faire un clic droit et recalculer les supports. Il va faire au mieux, mais alors là, c'est forcément pas terrible. Donc je peux enlever le bracing, le parenting et tout, mais j'ai fait des grandes transformations. Et surtout, la vraie raison pourquoi il ne faut pas faire ça, c'est pas parce que Litchi c'est pas recalculé, c'est qu'en tournant votre modèle, tous vos paramètres, on va dire, d'îlot, d'island, vos surplombs et tout, ont radicalement changé. Donc en gros, vos supports tels qu'ils ont été créés ne marchent plus. Voilà, donc j'annule ce que j'ai fait. Voilà, je reviens à mon modèle de base, layout. Donc là, une rotation verticale selon l'axe vertical, on n'a rien changé au niveau du modèle. C'est juste son orientation sur un plan, il n'y a pas de problème. Et là, je vais faire une échelle. Je veux dire, pareil, on va faire aller 150%. En général, je vais rarement plus de 150% quand j'ai fait des supports. Et voilà là-dessus. Alors, vous remarquez bien que j'ai certains éléments qui sortent de la scène. Je repasse en mode orthogonal. Voilà là-dessus. Je passe en mode move. Je vais le déplacer, sauf que manque de bol, vous voyez 150%, bah finalement c'est trop grand. Alors je peux essayer de tourner, des fois simplement en tournant légèrement le modèle, on peut essayer je dirais, le faire rentrer, voilà là-dessus. Alors je pense que ça va pas rentrer, ça va être juste. Je l'ai pas testé avant en fait, hein. Là c'est vraiment un truc pour vous montrer un exemple. Donc voilà, ça marche pas, donc il va falloir que peut-être que je passe, pas à 150, mais peut-être 140%, allez au moins là je sais que ça va rentrer sans aucun problème. Voilà là-dessus, je vais dans les supports, et même principe que tout à l'heure. Voilà, je sélectionne tout, CTRL A. Vous voyez bien par défaut, j'ai tous ces supports qui passent au travers, forcément, c'est pas bon du tout. CTRL A, je vais recalculer mes supports.
Voilà, et ça passe bien au niveau du contour du modèle. Alors j'ai mes brassings qui partent un petit peu de travers. Je vais calculer le parentage et le brassing, c'est assez rapide. Alors vraiment attention à ça, ça peut quand même, faites vraiment le tour pour voir s'il n'y a pas des modèles qui s'intercroisent. Ça peut arriver, vous voyez j'en ai un ici. Voilà, ce modèle-là ici, par rapport, j'avais à l'origine, vous voyez, la petite pointe ici, c'est un peu trop loin par rapport aux distances, vous voyez, de rechercher le sol. Donc n'hésitez pas à cliquer ici pour déplacer le modèle comme ça là-dessus. N'hésitez pas aussi à changer les paramètres, notamment de pointe, donc la longueur donc de la pointe. Voilà, ça peut essayer de le déplacer. Et c'est là, donc, dans certains cas, ça peut poser problème. La version de base, vous êtes un petit peu limité. Par contre, la version pro, voilà, on va pouvoir augmenter, comme ça ici. Donc, les tailles, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais en version de base, n'hésitez pas à supprimer le support et donc le recréer. Donc, vous voyez, hop, il va faire un mini support dans le cas présent. Ou essayer vraiment d'aller vraiment à côté du modèle. Voilà, ici. Mais bon, le mini support reste quand même le mieux. Donc vraiment, attention à ça. L'échelle marche très très bien, mais il faut quand même vraiment vérifier au niveau du modèle donc, de votre objet si tous les supports se collent bien et il n'y a pas de problème. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour dans l'ensemble vraiment de Litchi Slicer. Des petits trucs à droite à gauche en plus. Par exemple, quand on travaille beaucoup avec des supports manuels, vous avez ici les modes d'affichage. Vous avez le All, Tips, Base, etc. Par exemple, vous avez Type et Base qui va montrer juste, vous voyez, ces pointes et les bases. Alors la base, c'est la base et le premier segment. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est soit que les types, parce qu'on a l'orientation, ou encore mieux, on a les points de contact. Et là, vous allez dire, ouais, mais c'est tout petit les points de contact. Bah oui, justement, c'est le point de contact vraiment que vous avez et le bon rayon par rapport au modèle. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et vous voyez, vous avez en filaire ici, un peu en fil d'araignée, justement tous les chemins que vont parcourir vos supports. Donc ça, c'est des petits trucs qui sont en plus non négligeables. Vous avez aussi des types de rafts. Les rafts, ce sont, on va dire, les plateaux. Donc vous avez par défaut que quelques plateaux sur la version, je dirais, de base. La version Pro propose plus de plateaux. Vous avez par exemple ici la version Pixelate qui va donc créer, après quelques secondes, voilà, un espèce de radeau pour fiabiliser l'ensemble. Moi j'avoue que j'utilise beaucoup ce mode LAN Triangle qui permet de vraiment connecter comme ça l'ensemble, où j'augmente en fait la valeur, souvent je mets au maximum, vous voyez, ça fait des petits contours comme ça dessus, ce que j'aime bien. Mais ça c'est que la version Pro. Vous avez le Shape Pool aussi qui est pas mal, qui va en fait avoir ce petit rebord pour aider à décoller donc vos modèles, mais qui fait un petit effet ventouse quand même au début, qui est pas très très grave, mais bon, à prendre en compte au niveau donc du modèle. Donc ça c'est des petits trucs voilà en plus à savoir, mais il faut savoir que si vous enlevez vos rafts, donc disable, vous gardez que vos bases assez larges, en général ça tient relativement bien. J'imprime en général sans les rafts en fonction bien sûr du modèle. Après voilà, ça va vraiment dépendre dessus du modèle. Vous avez des petits trucs en plus, par exemple vous avez le mode miroir, alors là qui marche pas sur le modèle, où on peut rajouter des supports en mode miroir. Votre modèle est vraiment symétrique, on met le miroir, ce que vous mettrez à droite va apparaître à gauche, voilà, vous l'avez ici au niveau du modèle. Et un petit truc que j'ai donc au niveau du lift, tout à l'heure je vous ai montré très rapidement par rapport au poussin que je l'ai surélevé, je reviens justement dessus, on va faire une nouvelle scène. C'est un petit point, ces petits points annexes, un peu le fourre-tout que je vous fais maintenant, je dirais là-dessus. Donc voilà le petit poussin. Voilà. Donc mon petit poussin ici. Donc dans les supports, on a le lift qui apparaît comme ça ici à 5 mm. Donc automatiquement, il vous le monte, quelle que soit l'orientation. Le petit problème que vous allez avoir, c'est quand vous allez générer des supports automatiques, il vous fait automatiquement un lift avec ici donc justement les supports. Vous allez dire, mais oui c'est bien, mais moi j'aimerais bien imprimer mon petit poussin avec des supports, mais à même le plateau. Les gens qui font la miniature, quelque chose qui peut être assez utile. Donc là, je vais annuler tout ça. Dans les préférences, tout simplement, vous pouvez, dans la section auto-support, vous avez auto-brassing, auto-parenting et auto-lift. Donc automatiquement, il va faire le lifting. Si je l'enlève, je le mets sur off. Voilà, automatiquement, maintenant, quand je vais faire donc, mes supports automatiques, il va me faire donc mes supports sans faire le lifting. Voilà, tout simplement. Donc pour les gens qui font de la miniature à même le plateau, ça peut être utile parce que les gens, on voit assez souvent, ouais, je comprends pas le lifting, je peux pas aller en dessous de 1 mm. Ce qui est pas bon, il faut que ce soit 0. En fait, la raison, elle est là. C'est que là, c'est un paramètre qui est plutôt un utilitaire, alors qu'en préférence, il va donc l'activer en prenant cette valeur de 5 mm de base. Voilà un petit peu pour ce genre de choses. Alors, il y a bien sûr plein de petits éléments que je pourrais vous parler dessus, donc au niveau de Litchi Slicer. Par exemple, au niveau des supports, ce que j'ai pas montré dans la version Pro, par exemple, ici, j'ai oublié un point super important. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà, ça c'est le fait, j'ai pas lu mon script à côté, c'est de ma faute. Donc dans la version Pro, on va pouvoir modifier donc des paramètres ici, notamment au niveau de la pointe. C'est-à-dire la pointe, on va pouvoir donc changer des paramètres pour dire ma pointe, que la pointe, uniquement la pointe. Je peux donc, vous voyez, changer donc le diamètre donc de la pointe ici, sa longueur, la voir beaucoup plus courte, et notamment changer une fonction qu'on appelle le breakpoint.
breakpoint, ça a rajouté une petite boule au bout de la pointe qui fait que quand vous allez enlever vos supports, vous allez plutôt casser au niveau de la pointe et pas de la boule, et éviter d'avoir des creux à l'intérieur. C'est un petit problème, parce que souvent quand on arrache les supports à la main, ce qui n'est pas la bonne méthode, mais ce que font souvent des gens, et ben ça va faire des creux. Les creux, il faut les boucher. C'est plus facile de poncer quelque chose que de remplir un trou qui est à boucher. Donc voilà ces petits trucs en plus. On va pouvoir aussi changer les paramètres donc entre les deux. Donc la base du diamètre, donc vous voyez ce qui est ici et pas la pointe, ou alors le contraire. Donc voilà, on a des contrôles un petit peu plus fins. On va pouvoir aussi changer la forme pour dire, la base ici c'est un type cross, voilà une croix ici, donc on trouve le même principe ici pour la pointe à cet endroit-là. La base, c'est pareil, on a plus de contrôle, par défaut c'est une base de type conique, voilà, octogone cross, et conique on va pouvoir aussi jouer sur des paramètres donc de base un peu plus importants, avoir ce joint de cône tel que je vous le disais au préalable, et avoir une épaisseur plus importante, et même donner un angle, vous voyez ici, donc au niveau, qui ne marche pas, mon angle, mais bref, on est censé pouvoir changer l'angle, excusez-moi, au niveau donc de ma base, de mon modèle. Et vous avez aussi, quand vous avez un support qui part du modèle et qui va arriver, enfin qui va commencer du modèle pour arriver sur le dessus, alors je fais un truc un peu violent ici, vous avez aussi le base type ici, on va pouvoir rajouter que pour cette pointe qui est spécifique à une base, un point de départ, les mêmes paramètres que la type ici, vous voyez, c'est vraiment la même chose, dire tiens, je voudrais un breakpoint aussi pour celui-là ici, avoir une longueur beaucoup plus faible au niveau donc de mon contrôle, et bien sûr du fait qu'on a version pro, je vais pouvoir prendre donc ici mon manipulateur avec barre d'espace et donc choisir un peu mieux comme ça le contrôle. Donc vous voyez, ça ce sont des paramètres plus avancés. Donc je fais une nouvelle scène. Alors c'est ma Demon Queen, certains la connaissent déjà, le STL va être enfin, je dirais, disponible sur ma Mini Factory. J'ai pas mal bossé à redécouper, à refaire le modèle, alors désolé, c'est légèrement de la nudité, mais c'est pas vraiment la nudité en fait, vu qu'elle est habillée, voilà. Le temps que ça charge, je vais vous montrer en fait un autre avantage de la version Pro de Litchi Slicer par rapport au temps d'impression. Donc ça c'est un truc qui est non négligeable. Donc vous voyez ici, j'ai un modèle donc, qui est, je dirais, supporté, voilà là-dessus. Je vais enlever certains éléments, je vais garder que le corps, voilà là-dessus. Et je voudrais imprimer ça. Donc mon corps, il est volontairement tête en bas, c'est pour des raisons de support et de détail et ce genre de choses, pour ne pas avoir des petits supports sur ces petits contours au niveau de l'épaule. Et donc là, c'est un modèle, si on regarde bien, j'ai des détails qui sont assez précis au niveau de la tête, au niveau du buste, là-dessus, mais si on regarde bien certains endroits, entre les deux, comme ça ici, et après les mains, le corps, finalement, on n'a pas beaucoup de détails. Donc pourquoi imprimer mon modèle par exemple en 25 microns de résolution si finalement 50 ou 100 microns peut être nécessaire sur le dessus. Et donc là on va faire appel à ce qu'on appelle au layer variable. C'est une fonction qui marche que sur certaines imprimantes. Donc là je suis sur le Lego Mars 2 Pro et donc ça marche sur cette imprimante là. Au passage j'ai sorti le test de cette imprimante, donc n'hésitez pas donc à voir voilà donc le test, qui est franchement une très très bonne machine. Et donc dans les paramètres de support, je vais pouvoir alors afficher tous mes supports normaux, hop, au passage là-dessus, et dire tiens, voilà, donc j'ai mes paramètres d'impression par défaut, je vais changer donc dans mes paramètres de résine, je vais y arriver là-dessus, je vais faire donc sur ma grès du 25 microns pour avoir une super qualité au niveau de mon modèle, voilà, donc c'est ma résine, donc je vais avoir forcément beaucoup de couches. C'est-à-dire que jusqu'à arriver là, déjà, je vais commencer à faire un total de 297 couches avec du 25 microns. Alors donc ça, il faut prendre ça en compte, ça joue quand même déjà pas mal. Je pourrais dire, à ce niveau-là, j'ai que des supports, autant avoir des gros supports. Et là, on peut cliquer sur le petit plus et dire, tiens, à partir de, en gros, quelques layers, alors je vais revenir ici, petit plus, voilà, en dessous, c'est du 25 microns, au-dessus, c'est du tant de microns. Je vais dire, c'est que là, je vais dire, tiens, en dessous, ça va être du 100 microns. Voilà, tout simplement. Et au-dessus, ça va être du 25 microns. Et je vais pouvoir, comme ça, créer ce qu'on appelle un layer variable. Vous voyez ce petit point qui apparaît là. Et ce petit point, je vais pouvoir le déplacer et dire, tiens, je voudrais que tu commences à cet endroit-là, vraiment le tout début des cornes, qui n'est pas forcément très détaillé. Voilà, donc en dessous, c'est du 100 microns. Au-dessus, c'est du 25. Donc voilà, donc là, on a pu faire déjà un layer variable. On a un petit point. Et dire, tiens, je vais continuer. Ça, c'est détaillé. Ça, c'est détaillé, détaillé. Voilà, à ce niveau-là. Et à partir de là, tiens, je vais rajouter un layer variable, c'est du 25 microns. Là au-dessus, je vais faire du 50 microns. Voilà. Et je vais aller jusque là, au niveau a priori du début des mains. C'est quelques layers, c'est pas grand-chose, mais ça joue quand même pas mal. Un petit plus. Et là, je vais revenir à donc 25 microns. Voilà. Et je vais aller jusqu'ici, jusqu'à la fin des doigts, à cet endroit-là. Et pour la fin, tu vas me le faire, par exemple, en 100 microns. Voilà, là-dessus. Donc en faisant ça, j'ai pu avoir un nombre de layers
totalement différent. Et quand je vais faire mon slice, eh ben, je vais avoir de 1 beaucoup moins de couches et des couches qui vont, en fait, ce qui est long, en fait, c'est plus l'exposition maintenant, c'est le temps de monter et de descendre. Donc faire ces layers variables vont permettre de gagner des fois 1, 2, 3 heures d'impression. Et quand on est comme moi à faire des modèles qui vont être très très grands en hauteur, et ben ça joue quand même pas mal, franchement en termes de temps gagné, moi de passer de 12 heures d'impression à 8 heures d'impression, je ne dis pas non, donc voilà. Alors il faut quand même prendre en compte, c'est que ces layers variables sont vraiment assez nets. À terme, on va souvent faire une transition automatique entre ces layers variables. C'est-à-dire qu'on va passer par exemple des fois à un moment de 25 à 100 microns. C'est pas très bon, parce qu'on a vraiment une cassure en termes d'exposition et de temps et tout. Donc faites-le un peu plus progressivement. Et ça peut se voir quand on est en sortie d'impression, mais souvent, une fois qu'on a passé une couche d'après, ça va totalement, je dirais, disparaître. Donc attention, entre votre impression 3D et la peinture, il y a quand même une différence. Voilà. Mais les layers variables, c'est une fonction qui est assez spécifique, qui marche que sur certaines imprimantes, pas toutes. Au fur et à mesure, de plus en plus d'imprimantes vont le supporter. Moi, la Sonic Mini 4K, par exemple, la Elego Mars 2 Pro, la Saturn supporte ce format-là. Après, nous, c'est le logiciel supporte pour toutes les machines, mais malheureusement, les machines en elles-mêmes, le firmware, le micro-logiciel, ne le supporte pas. Donc, n'hésitez pas à demander aux fabricants directement à supporter cette fonctionnalité-là. Ça nous aidera à avoir plus d'imprimantes qui marchent avec cette fonctionnalité-là. Donc, voilà un petit peu pour Litchi Slicer. J'ai couvert beaucoup de points, il y a beaucoup de blabla, vous voyez c'est vraiment une grosse vidéo, mais on couvre des choses qui sont vraiment très importantes, et si vraiment vous êtes sérieux dans l'impression 3D, la résine, voilà, c'est vraiment important de prendre tout ça en compte. Je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure, comme aussi sur Litchi Slicer, alors plus au sein de projets, bien sûr, mais aussi des fois expliquer des nouveautés, voilà, un petit peu en français. Il n'y aura pas de vidéo officielle a priori en français, Litchi Slicer, on est vraiment un produit international, donc voilà, donc je serai un petit peu le point central, un petit peu en parallèle du boulot, pour couvrir ce genre de choses par rapport donc à l'impression 3D. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, poser vos questions, rejoignez le Discord de Polyworkshop, on est vraiment beaucoup dessus. Le Discord officiel, bien sûr, de Litchi Slicer, j'ai mis le lien, voilà, en description. Et puis surtout, je vous dis, le plus important pour moi, soyez créatifs, voilà, c'est important, lancez-vous dans l'impression 3D. C'est génial maintenant, il y a plein de patrons. Je remercie au passage Lord of the Print. Donc on a vu le Blue Dragon, la tête, je voulais les citer tout à l'heure, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, ce sont des Français, donc supportez-les, ils font vraiment des super créations sur leur patrons ou leur My Mini Factory. Pareil, j'ai mis le lien en description. J'ai mis le lien vers mon My Mini Factory, ce fichier donc de la Demon Queen complet en différentes tailles et pré-supporté sera bientôt disponible. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, bye bye!